Bonjour Ben, bienvenue. Merci, pardon, j'étais en train de boire ce délicieux café. Qu'on a fait, c'est le premier, Ben a inauguré la machine à café. Ça a été dur, mais nous avons réussi. Il est là, hein. Il est là, il est très bon, il est chaud. Tu sais que j'ai le seum, en fait, moi j'aime pas le café, c'est pour ça que j'ai pas eu de machine à café pendant longtemps. Ouais. Je me suis jamais fait, alors que, tu vois, typique ce matin, j'aurais bien utilisé parce qu'il m'arrivait des péripéties. J'ai perdu mes clés hier soir. Mais oui, j'ai vu en soirée. Ouais. J'ai hésité à t'envoyer un message pour dire est-ce que c'est toujours bon ce matin. Je me suis dit, Ben va stresser. Il va arriver à 11h, il y aura personne. Si, au final, écoute, j'allais taper à la porte de mon mec pour le réveiller, puis heureusement, il a un double des clés. Mais, tu vois, marrant, parce que comme quoi, je me dis. C'est un peu la mentalité, genre il faut arriver à voir le positif même dans les situations négatives. Le chauffeur qui m'a accompagné, c'est un des meilleurs potes de Nino. Okay. Et en fait, on a tchatché de ouf. Et du coup, Nino va venir sur le podcast. Donc je suis. Alors, tu vois, est-ce que t'as vérifié? Parce que moi, j'ai pris beaucoup de taxis. Ah ouais? Et c'était tous des potes de rappeurs. Et en fait, à chaque fois, tu sais, au bout d'un moment, tu disais bon. Ah ouais, jusqu'au moment tu sais, où ils te sortent des blazes, où c'est des potes à toi, et tu fais. Mais je t'ai jamais vu nulle part, c'est trop bizarre. Ah mais ouais, alors, si c'est vrai, c'est stylé. Moi, je suis très naïve, donc potentiellement il aurait pu m'entourlouper, mais le truc c'est que je pense pas qu'il est mytho, parce qu'en gros on a commencé à parler de musique, il me disait qu'il était au studio, donc tu vois, je me disais ah bon, trop cool, tu fais quoi et tout, et en fait c'est lui qui fait les sons de Nino, et donc en fait il m'a fait écouter les sons là de son prochain album dans la voiture, tu vois, donc et il est chauffeur Uber. Et ben ouais, aussi. Okay. Bah comme quoi. Ouais, comme quoi, Nino. Non mais comme quoi. Après, je crois que c'est pas que lui. Tu vois, enfin, en gros, oui, Nino, il travaille avec plusieurs labels et tout, et lui, il l'aide dans ses compos. Mais tu sais, peut-être il y a des gens, ils kiffent juste. Enfin, c'est un moyen de rencontrer des gens aussi, tu vois, je sais pas, de. Ah mais moi en fait j'ai hésité à faire ça parce que j'adore conduire. Tu vois, j'ai hésité à faire ça, ouais. Et après je me suis dit bon priorité quoi. En termes de relationnel et tout, je pense que ça doit être galère. Hein. Bah, tous ces métiers de commerce et tout, franchement j'ai tellement un profond respect pour tous mes potes qui font ça. Ouais, moi aussi. Qui me racontent leur journée où je me dis ah ouais, donc t'as vraiment eu 3/4 de gens ignobles en fait toute la journée. C'est terrible. Tu sais que je me le dis avec des serveurs, genre moi gros respect pour le serveur, tu sais, hyper enjoué. Genre c'est sûr. Ils se prennent des clients archi relous à longueur de journée, tu vois. Mais genre, il y en a eu un là, il y a 2 jours, vraiment, je suis là, mais gros respect, genre hyper souriant, il n'y a pas de problème, tu sais, toujours volontaire et tout. Moi, je trouve ça magnifique. Je me demande si c'est une nature ou si c'est vraiment un débat philosophique. On peut commencer par la philosophie, tu vois. Allons-y. Qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est acquis? Ah. Tu vois, ça, c'est un grand débat sur le talent aussi. Est-ce que le talent est inné ou acquis? Écoute, mon avis, après, tu me diras ce que tu en penses. Je pense qu'on peut pas enlever une certaine partie d'inné. Genre, tu vois, moi, il y a des trucs que j'aime pas faire. Je pourrais me faire. En fait, déjà, je pense que tu aimes ce dans quoi tu es bon. Et donc, du coup, ça fructifie ton talent. Parce qu'un talent seul, t'en fais rien, tu vois. Ouais. Mais du coup, sans aucun talent, moi, tu vois, je trouve ça étrange, les personnes qui, par exemple, je sais pas, vont être fans de danse, mais n'ont aucune coordination, tu vois. Je sais pas si ça existe vraiment. Parce que j'ai l'impression que tu aimes ce dans quoi tu as naturellement une petite facilité, tu vois. Pas forcément, tu peux aussi aimer des choses qui te fascinent. Et où t'as tellement de gens qui sont dans le déni de... Mais je trouve ça beau aussi, tu vois. En fait, c'est ces trucs. Et t'as tellement de films qui sont faits autour de ça, tu vois. Mais ce truc de danse, je crois qu'il y a un film là-dessus... J'ai vu il y a pas longtemps, j'aurais plus du tout la ref, je peux la chercher pendant 1000 ans. Moi je pense à Billy Elliot, mais Billy Elliot il était fan de ça, tu vois. Il est trop bon, et lui c'est plutôt l'extérieur qui lui, voilà, ça parle de virilité, ça parle de masculinité et tout, donc ça c'est génial, on va en parler. Mais c'est trop intéressant. Ouais. Mais ouais, non, c'est moi ça, je suis un peu de ton avis là-dessus, que moi j'ai très tôt, il y a plein de choses où ça m'a créé un gros syndrome de l'imposteur aussi dans ce que je faisais, notamment dans mes émissions, de me rendre compte que je travaillais moins que les autres sur certaines choses. Notamment tu vois sur l'empathie, sur comprendre un petit peu les motivations de chacun, arriver à trouver les bonnes questions au bon moment et tout, et j'ai eu un gros syndrome de l'imposteur de me dire mais en fait je travaille pas énormément non plus pour arriver à faire ça, et je me suis rendu compte que ça faisait partie des choses qui étaient en moi et que je pouvais développer en fait, mais qui étaient déjà en moi, et c'est injuste hein, mais la vie est injuste. Non mais c'est en gros c'est aussi ce truc d'arriver à connaître ses propres talents, parce qu'on en a tous, propres talents, compétences, appétences, etc., et puis arriver à aligner tout ça. Et après, 90% du reste, c'est de l'acharnement et du travail, quoi. L'acharnement, le mot est fort. Mais... moi, je suis en plein dedans, donc c'est vrai que là, l'acharnement, c'est... C'est vrai. Ouais. T'es dans quoi, en quoi t'es acharné? Bah là, je suis dans 1000 trucs. Hein. Là, déjà, j'ai pris mes propres studios. Ouais. Donc là, on a pris 210 mètres carrés à Paris, donc avec les travaux que ça engendre, etc. Et puis, tu sais, le battement. Hein. C'est-à-dire que pour l'instant, je sors pas de vidéo en table ronde, où j'ai réussi à sortir un entre mecs il y a pas longtemps, mais c'était un peu galère parce que faut trouver un autre lieu, c'est une autre install, etc. Ouais.
Et puis moi je fonctionne en flux, tu vois, donc je prends une journée on tourne plusieurs émissions, c'est le même plateau, etc. Donc c'est hyper pratique. C'est déjà une bonne galère d'arriver à trouver les disponibilités de tout le monde parce que j'ai des guests à chaque fois. Faut trouver la journée où tout le monde est là. Genre. Exactement. Donc en plus si t'as les temps d'install, les trucs avec ton équipe, les lieux à trouver et tout, c'est une galère. Donc non là c'est un projet qui est fou quoi. Et puis après là je ressors de 3 ans d'acharnement sur ma chaîne quoi pour arriver à trouver un public, pour arriver à faire des choses qui me plaisent 100%, pour arriver à ce que ça tienne aussi parce que c'est hyper facile. Enfin, tu vois, le premier million de vues que j'ai fait, j'étais en mode waouh, c'est une dinguerie, c'est bon, c'est fait. Pas du tout. Après, tu ressors une vidéo. Là, j'avais quoi? Le premier million de vues que j'ai fait, je devais avoir 100 000 abonnés, tu vois. Ouais. Et en fait, derrière, tu refais 90 000 vues, tu vois. Ouais. Et tu te dis, bon, ok, on est loin du million. Et ce qui va être intéressant derrière, c'est pas de faire un succès ou d'avoir un truc qui fonctionne bien. C'est derrière comment tu répètes ça et sur la durée, comment ça tient, quoi. Et ça, c'est de l'acharnement. Ouais, c'est parce qu'en fait, je sais pas, le terme acharnement pour moi il a une connotation assez péjorative, en mode faut pas lâcher l'affaire, tu vois, genre je sais pas, j'aurais plus pensé persévérance, tu vois, genre ouais, si oui, ça marche aussi. Mais bon, persévérance. Au fond, ça veut dire la même chose, quoi. En gros, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut pas abandonner, il faut pas lâcher. Et est-ce que en fait, persévérance, je trouve je le comprends, hein, mais pour moi. Mais je le comprends totalement, mais pour moi, il est presque un peu bisounours, persévérance, tu vois. Ouais. Il y a un peu un truc de, allez, je continue sur le chemin tout tracé, comme ça, et puis tu gambades et tout. Moi, j'ai bouffé de la merde, hein, vraiment, c'était pratiquement littéralement, quoi. C'est moi, la persévérance, je la comprends, tu vois, d'arriver à Paris, d'avoir 0 thune. Vraiment, le truc que tu fais, mais c'est quoi ces choix de vie, tu vois. Et dans ces cas-là, comme tu disais, c'est la passion, en fait. C'est juste de se dire, si t'es pas passionné, si t'es pas aligné et que tu vois pas où tu vas, en effet, t'arrêtes parce que ça a aucun sens, tu vois. Personne n'a envie de se faire autant de mal pour rien, tu vois. Mais moi, j'ai gardé ce truc-là et en effet, la persévérance, je crois que je l'ai aujourd'hui parce qu'en effet, j'ai un espèce de confort et ça marche, c'est une machine un peu qui est lancée et donc je persévère. L'acharnement, je l'ai vraiment senti, tu vois, pendant 1 an et demi. Non, mais t'as totalement raison. En fait, il y a la notion de. Enfin, quand t'es en galère, c'est pas de la persévérance, c'est de l'acharnement. Bien sûr, mais là, c'est énergie du désespoir. C'est parti, quoi. Qu'est-ce qui a fait que t'as fait ce choix de vie-là? Parce que c'est vrai que moi j'adore quand je connais pas trop la vie de mes invités, mais tu veux dire que t'as pas travaillé du tout sur mon parcours? Voilà. Super. On veut du vrai. On est bien accueillis, dis donc. Le mantra on veut du vrai est la meilleure excuse dans tout ce que je fais. T'as complètement raison. Mais oui, parce qu'en fait déjà je trouve ça cool parce que tu sais après c'est un parti pris, hein, mais quand je sais tout de mes invités, j'ai pas la curiosité naturelle qui rend, je trouve, les conversations spontanées ou authentiques. Non mais je plaisante, hein, évidemment. Je me doute. Mais donc dis-moi, Ben, pourquoi es-tu arrivé à Paris? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 3 ans tu t'es dit je veux venir à Paris faire des vidéos? Je pense qu'il faut remonter un tout petit peu avant. Il faut remonter au lycée. Ouais. Donc il y a un petit paquet d'années maintenant. Moi j'ai eu un gros problème avec ma scolarité tout le long de la scolarité. J'ai eu beaucoup de soucis à primaire, collège, lycée et tout. J'ai toujours détesté le système scolaire. J'étais en vrai décalage là-dessus. Et donc quand j'ai réussi à avoir le bac, qui était un vrai acharnement, tu vois, je me suis dit ok, bon, ça c'était le truc obligatoire, tu sais, les parents te disent passe le bac, après tu fais ce que tu veux. Et je me suis dit bon, je vais pas faire d'études longues, il faut que je continue parce que juste avec le bac je sais pas à quoi faire comme ça, mais il va falloir que je continue des études, mais je peux pas repartir sur 3-4 ans alors que j'ai vraiment galéré, quoi. Donc je me suis dit je vais faire un BTS en alternance. Donc je me suis dit très tôt, maintenant il faut que je travaille, en fait. Donc j'ai fait ce BTS sur 2 ans. C'est là que j'ai découvert les relations presse, des relations publiques, etc. J'ai bossé un peu en agence presse. C'était le début des relations blogueurs. Les influenceurs n'existaient pas encore, hein. J'ai l'impression d'être très vieux en disant ça. Mais du coup, les premières OP, c'était des trucs comme ça. C'était trouver des gens qui avaient des blogs, qui souvent avaient, plus des 3/4 du temps avaient un autre métier parce qu'en fait, t'en vivais pas. Ouais. Mais juste leur dire, regardez, on va vous faire des voyages presse comme les journalistes. Les journalistes qui regardaient un petit peu d'un mauvais œil ces gens-là, qui disaient, mais c'est qui ces amateurs qui viennent, qui ont droit aux mêmes privilèges que nous, etc. Donc ça, c'était hyper intéressant et moi, j'ai flashé là-dessus. Et du coup, moi je suis de Normandie, je suis de Caen au départ. J'ai fait ma première année de BTS à Caen, dans une école qui était pas top, et je me suis dit ok, si je veux avoir au moins ce BTS, il va falloir que j'ai un nom sur mon CV. Et donc je suis parti à Toulouse, à l'ISCOM, qui pour le coup était un peu plus réputé que mon école, qui ne l'était pas du tout. Donc j'ai fini mon BTS à l'ISCOM à Toulouse. Et en fait, j'ai réenchaîné sur une licence relations presse, relations publiques, parce que je voulais voir un peu ce que c'était. L'intitulé exact, c'est même relations presse, relations publiques et événementiel. Donc c'était très global, pompeux. Très pompeux. Ça c'est la com, hein. Ça c'est vraiment, on adore. Donc j'ai fait ça. Ça, ce qui m'arrangeait, c'était de me dire bon ok, j'aurai un bac+3.
Donc tu vois le truc venir déjà de le mec qui voulait pas faire d'études, finalement bac plus 3 et tout. Et je me suis dit, au moins j'aurais un bac plus 3. Mais ce qui m'arrangeait, c'était que la 3e année, c'était 5 mois d'école et 6 mois de stage. Donc en fait, je savais que je faisais un peu une demi-année de cours hyper intensive. Franchement, c'était une dinguerie. C'était beaucoup d'écoles d'études de cas, beaucoup en fait, on faisait vraiment des vrais projets, quoi. Donc on passait notre vie, ça a soudé vraiment la promo en plus, parce qu'on était tous ensemble, on dormait les uns chez les autres et tout, parce que les projets, il fallait les finir hyper rapidement et tout. Ouais, c'est vrai que tu te donnes un peu corps et âme, c'était premier projet. Complètement. Et puis surtout, c'était ce programme de 1 an qu'on faisait en 5 mois, tu vois. Et après, je suis retourné à Caen. J'avais toujours mon objectif de la Normandie, tu vois, où pour moi, c'est chez WAM, mais je m'étais dit, il y a forcément des trucs à faire. Et je ferai pas ma vie à Toulouse et tout. Donc, je retourne à Caen et je bosse pour un centre d'art contemporain pendant 6 mois. C'est cool, ça se passe bien. Moi, je découvre un peu le truc. Et à la fin, je me rends compte que eux, ils peuvent pas forcément m'embaucher. Moi, je sais pas trop quoi faire. Et au lycée, en fait, j'avais commencé la photo et j'avais commencé à me professionnaliser dans la photo. Donc, dans ma tête, là, je commençais à faire des expos. En plus, je commençais à vendre des tirages et tout. Donc, je me suis dit, bon, peut-être que la photo, il y a un vrai truc. En sachant que la photo, pourquoi j'en faisais, je faisais pas de nature morte, je faisais uniquement du portrait, parce que pour moi, ce qui m'intéressait, c'était l'expérience de rencontrer des gens et de capturer un moment. Bon, là, avec du recul, aujourd'hui, on comprend un peu. Mais c'est hyper intéressant tu vois, moi, j'adore les petits signes que parfois on n'écoute pas vraiment parce qu'on se dit, ça veut rien dire, aimer les gens, je peux pas en faire un métier, tu vois. En fait, si, enfin. Complètement. Ah oui, moi, à ce moment-là. Indices, quoi, qu'en fait, ce que t'aimes avant tout, c'est l'humain. Complètement. Moi, à ce moment-là, tu vois, au début, je voulais être EduxP ou assistant social, tu vois. Ouais. Et donc, c'était vraiment tourné vers l'humain. Et en fait, après avoir rencontré pas mal de gens qui faisaient ces métiers-là, je me suis rendu compte la frustration que tu pouvais avoir sur le terrain, tu vois, et ce sentiment de pas se sentir entièrement utile. Je m'étais dit, bon, je vais pas arriver à le faire. Du coup, j'enchaîne à Caen un master 2 en communication marketing. Le mec ne voulait pas faire de ça. Exactement. Donc au final, j'ai eu un bac plus 5. Mais je me suis dit, ok, là j'ai testé beaucoup de. Donc là, j'avais 4 ou 5 expériences professionnelles à ce moment-là. Mon master 1, master 2 était en alternance. Donc je partais pour 2 ans dans une entreprise. Et je me suis dit, ok, comment je fais pour trouver une entreprise cool et en même temps. J'ai testé toujours les mêmes types, donc des petites structures en communication externe. Donc je me suis dit, écoute, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est de tester ce que tu sais que tu ne veux pas faire. Pour être sûr que tu ne veux pas le faire. Ouais, pour pas avoir de regrets. Exactement. Qui paraît contre-intuitif, hein. De base, d'aller vers un truc que t'aimes pas, c'est un peu bizarre. Mais je sais pas, j'avais un truc en moi où le contre-intuitif devenait intuitif. Tu vois. Donc je me suis dit, ok, c'est absolument ça qu'il faut que je fasse. Donc je suis allé chez ERDF, à l'époque, qui n'existe plus, qui s'appelle Enedis maintenant. Tu sais, quand tu commences à dire des noms de boîtes qui n'existent plus, tu te sens vraiment vieux. Ouais, je commence à le faire là, tu sais, avec les Parcoursup. C'était APB, moi. Oh là, moi j'ai croisé une abonnée la semaine dernière elle doit avoir 19 ans, un truc comme ça. Et elle venait d'avoir son bac, elle partait en études supérieures. Et je lui dis, et du coup, t'as fait quoi comme bac? Et elle me dit, non, mais ça n'existe plus, ça. Ouais, c'est horrible. Ok, très bien. Très bien. Bon, bonne journée. Ouais, tu sais, ça m'a rappelé quand mon père disait, ouais, moi j'ai passé un bac E. J'étais en mode, mais ces lettres n'existent pas, qu'est-ce que tu racontes? Et maintenant, les lettres n'existent plus du tout. On a passé un cap. Aïe. Mais voilà, mais du coup, je suis rentré chez ERDF en communication interne. Donc, je suis passé de plein d'expériences en petite boîte communication externe, donc très flexible et en plus tournée vers l'extérieur, à grosse boîte, donc moins flexible et interne en plus. Et très grosse boîte, quoi. Ça s'est mal passé en vrai, parce que ça m'a confirmé que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, j'ai tenu 4 mois et demi, 5 mois, un truc comme ça. Et après on s'est arrangé pour que je parte. Ah ouais, donc t'as même pas terminé, quoi. Non, j'ai pas. Non. Là je partais pour 2 ans, t'imagines. Ah oui, d'accord. Et en même temps c'est ça qui me permettait de payer mes études. Donc en fait quand je suis parti, j'avais pas de plan B. Et mais voilà, je me suis dit tant pis, là j'ai aucun moyen de payer mes études, j'ai pas les moyens. Il faut que je continue. En plus je pouvais au-delà même des moyens, c'est-à-dire que je ne pouvais même pas valider mon diplôme si j'avais pas une expérience d'alternance, tu vois. Mais c'est pour ça que t'as pris un risque. Le côté j'ai envie de faire ce que j'ai pas envie de faire pour m'assurer que je veux pas le faire, je le comprends. Ouais. Mais quand tu signes pour 2 ans et que t'as pas d'autre choix parce que c'est pour payer tes études, là tu réfléchis quand même à 2 fois, tu te dis bon, si c'est pour 2 ans, faudrait peut-être quand même que je fasse un truc qui me parle, tu vois. Et en même temps moi 2 ans ça me terrifiait de me dire mais qu'est-ce que je vais me faire chier pendant 2 ans dans ce job, quoi. Et surtout c'est fin d'études, tu vois, c'est potentiellement tu fais 2 ans d'alternance
pour derrière on t'embauche, tu vois. Ouais, donc, mais c'est que justement. derrière t'as pas l'angoisse. Et je m'étais dit, mais attends, ça veut dire que je fais 2 ans où je vais vraiment me faire chier. Et quoi, derrière ils me proposent de m'embaucher, c'est quoi Ouais, tu sais, je voyais les menottes de ok, c'est super, clair, c'est ça c'est ma clair. life. Donc je m'étais dit, non, tant pis, je vais trouver un autre truc. Moi, je marche énormément à l'énergie du désespoir. Je sais pas si t'en as déjà parlé dans les podcasts. Pas et du tout, de ce que vas-y, cette, développe. Enfin, c'est, j'imagine le truc parce que ça me rappelle quand j'attendais le dernier moment pour rendre, Ouais. tu vois, mes dissertes, mais parle-nous du concept, t'as l'air de le maîtriser. En gros, c'est un concept qui est tiré de l'art de la guerre de Sun Tzu, qui a été repris par beaucoup de marketeurs, beaucoup de startups et tout derrière, parce que l'art de la guerre, on la retrouve dans la concurrence, c'est l'art de la guerre du marché, tu vois. Et l'énergie du désespoir, en gros, c'est une technique pour assaillir un village qui consiste à quand t'encercles un village, en fait, si tu laisses aucune issue, les gens, ils ont plus le choix. Et dans ces cas-là, ils vont décupler en eux l'énergie du désespoir, tu vois, donc avoir ce truc où en fait un homme décuple la force de 5 hommes et du coup en fait tu as même des chances de perdre alors que tu as une supériorité numérique. Et donc en gros pour éviter ce truc là la technique c'est de laisser une petite issue, une petite porte de sortie dans le village. Et donc en fait là tu crées le doute, c'est-à-dire que les gens en fait au lieu de se dire on n'a plus le choix, on va décupler une force de ouf, ils vont se dire ah mais il y a peut-être moyen quand même de se barrer. Bon ok, j'embarque ma famille et en fait là tu perds complètement ce truc là de décupler parce qu'en fait t'as cette porte de sortie qui est possible. Et donc moi je mise énormément ma vie entière, alors c'est pas forcément ce qu'il faut faire, tu vois, mais ma vie entière est misée sur l'énergie du désespoir, c'est-à-dire que je n'ai jamais de plan B. Ok. Et vu que j'ai jamais de plan B dans tout ce que je fais, j'ai tellement pas le choix qu'il y a un instinct de survie qui se crée et que je suis obligé d'y aller. Ouais. Donc après ça se fait, c'est pour ça que je parlais de pas trop de persévérance, tu vois, mais parce que moi tout se fait aussi un peu dans la douleur dans ma vie, mais je pense que j'ai des trucs à régler avec moi-même par rapport à ça, tu vois, mais c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui, tu vois, et qu'il y a plein de choses qui se sont faites. En tout cas je pense que ça a été un vrai accélérateur pour moi. Peut-être que sur la durée c'est pas un truc, j'ai peut-être perdu des années d'espérance de vie en stress et tu vois, mais en tout cas voilà, ça a été ma technique jusqu'à maintenant pour fonctionner là-dessus. Et donc j'ai quitté ça. Et j'ai rencontré un mec, donc je quitte ERDF, tout le monde me dit mais tu fais n'importe quoi, mon logement était payé par ERDF, logement, j'avais des tickets resto, j'étais même parmi la rémunération, j'étais parmi les mieux payés et tout. Mon taf, j'avais pris une coloc avec 2 potes d'enfance en plus, tu sais, donc fallait continuer à payer la coloc et tout. J'avais ma petite moto, j'y allais en moto et tout, j'avais une petite vie tranquille, tu vois, c'était cool à Caen, voilà. Et du coup, je rencontre donc je quitte. Je me dis, vas-y, ça se fait dans la douleur quand même. C'est pas moi. Là aujourd'hui, avec du recul, je dis ouais, tout est limpide et tout. J'ai quand même eu des gros moments de doute où je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois. Mais toujours en fait, je suis quelqu'un de très peu rationnel et je fonctionne énormément à l'intuition. Et le problème avec ça, c'est qu'on a tellement tous été éduqués à la rationalité. Le système scolaire est fait de manière rationnelle, ouais. Tu sais, le nombre de fois où tu vois les trucs de avant de prendre une décision, fais un tableau, mets les plus, mets les moins et regarde, tu vois, ce que je comprends, tu vois. Mais moi, j'avoue que à chaque fois quand je mettais tous les plus d'un côté, mais que le moins c'était, je ne me sens pas très bien, je dis le moins pour moi il vaut tous les plus du monde, tu vois. Ouais. Au moins t'écoutes ton corps. Hein. Moi, franchement, je trouve que c'est une super belle leçon que je me permets de souligner parce que c'est hyper dangereux en fait de toujours rationaliser et de pas s'écouter soi. Complètement. Donc franchement c'est une force que t'as, tu vois. C'est génial parce qu'en fait à rationaliser tu finis malheureux au final si t'écoutes pas ce truc là qui te dit que t'étais pas au bon endroit. Mais plus des 3/4 des gens rationalisent, tu vois. Et on le fait tous. Même moi, il y a encore des trucs que je rationalise aujourd'hui, tu vois. Mais du coup, ça te marginalise aussi de fonctionner uniquement à l'intuition. C'est sûr. Et donc tous mes choix, mais que même après, plus tard, là, sur le lancement de ma chaîne et tout, à chaque fois, les gens me regardaient en mode mais on comprend pas ce qu'il fait, quoi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Dès qu'il y a une trajectoire un peu rassurante de réussite, tu vois, aux yeux de la société, je cassais ce truc-là, tu vois. J'étais en mode ah oui, ok, tu es RDF, le chemin tout tracé, je vais pouvoir rester pendant 10 ans. Non, vous savez quoi, je vais me casser parce que ça me plaît pas au bout de 4 mois et demi, quoi. J'imagine toi avec ta hache arriver, tu sais, détruire le truc, genre. C'est ça. Et même moi, à certains moments, je me suis remis en question. Tu sais, j'ai dit, mais attends, est-ce que j'ai vraiment un comportement d'enfant pourri gâté? Est-ce que en fait, c'est pas une espèce de course sans fin aussi, tu sais, de chercher le travail parfait, le truc parfait, etc. Mais en tout cas, voilà, je savais qu'il fallait que je le fasse. J'étais hyper jeune aussi, tu vois, donc bon, c'était le moment de le faire. Et à ce moment-là, donc je parle de ça, ça fait 3 ans que Facebook est installé en France, donc qui est quand même c'est assez jeune, tu vois. Et à ce moment-là, les entreprises ne croient pas du tout en les réseaux sociaux. Pour eux, c'est un effet de mode, ça va passer. Voilà, c'est un truc. Le nombre d'entreprises qui étaient en mode non, mais les réseaux sociaux, ça, on n'y croit pas. Ça, dans 2 ans, c'est mort.
Bon, bah, ils ont eu des fins. ça a bien fonctionné. Comme quoi, ouais, c'est dingue. Et du coup, moi, je rencontre ce gars-là qui a une agence social media où il est tout seul. Et en gros, lui, il est un peu porte-drapeau du social media en disant non, mais regardez, en effet, il y a des choses qui vont mourir, mais parce qu'en fait, on confond un changement profond de société et des outils. Donc oui, peut-être que Facebook va mourir dans quelques années et ce sera un truc de vieux. On le savait pas à l'époque, mais voilà. Mais peut-être que ça va mourir. Mais c'est pas grave parce qu'il y aura d'autres réseaux qui vont émerger. Et ce sont que des outils en fait. Mais par contre, il faut vraiment, en termes de communication, qu'on arrive à prendre le virage en fait sur ce truc-là parce qu'il se passe quelque chose et parce que les nouvelles générations qui arrivent ne voudront plus du tout des médias traditionnels. Déjà, où moi, tu vois, là, à 29 ans, ça fait 8 ans que j'ai plus de télé. Tu vois, là, on va faire la promo de mon livre bientôt. Mon attachée de presse, elle m'a dit alors, vous voulez faire quoi comme radio ? Je ne savais pas sortir un seul nom de radio. Tu sais, elle me dit mais vous écoutez quoi le matin à la radio ? YouTube. Le matin à la radio, je dis bah peut-être des podcasts à la limite qui pourraient s'apparenter à la radio, mais j'écoute pas de radio, j'ai pas ce réflexe et tout. Ouais. Donc voilà, donc moi j'y crois de ouf. En plus, il a derrière tout ce truc-là où moi mon fil conducteur de ma vie, et je me rends compte, c'est le sens, tu vois, c'est la quête du sens. Ouais. Il faut que je fasse des choses qui ont du sens pour moi. Et lui défendait vachement ce truc-là aussi, de se dire là où moi je commençais à douter même de la communication. De me dire mais je suis pas fait pour la com, lui m'a vachement recentré aussi en disant mais en fait c'est la com pour la com, ça veut rien dire et c'est la com au service de quoi tu la mets. C'est un moyen et c'est pas une fin. Complètement. Et là tu sais ça fait je fais waouh, ok, c'est bon, le déclic. Et donc je l'ai accompagné dans l'aventure. Il m'a dit écoute, je peux t'embaucher là en alternance. C'était même pas l'alternance, c'était un espèce de stage conventionné où je t'ai payé moins cher, enfin bref, je dis vas-y, c'est parti. Et il me dit là je t'embauche, donc du coup il restait 1 an et demi, tu vois, jusqu'à la fin du master. Et il me dit l'objectif c'est tu débloques, si on arrive à bien fonctionner, tu débloques un poste et t'es embauché à la fin du master, quoi. On fait ça se passe trop bien. Moi en plus j'ai ce truc où je commence à me former à la vidéo parce que les entreprises commencent à demander sur les réseaux d'avoir de plus en plus de vidéos. Les gens disaient ouais la vidéo c'est l'avenir et tout. Ça me fait rire parce que j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'un truc il y a 40 ans. Ouais, la vidéo c'est l'avenir. Oui bah ouais, ok, super. Mais franchement c'était déjà assez précurseur parce que du coup j'ai l'impression que c'était quand même il y a 5-6 ans. Ouais. J'ai l'impression que le vrai tournant de la vidéo c'était il y a 2 ans quoi. Tu vois, c'est donc les mecs étaient assez visionnaires hein. Ouais, bien sûr. Pour que les entreprises se disent la vidéo c'est l'avenir. Bien sûr. Alors c'est nous qui disions aux entreprises plus la vidéo c'est l'avenir, mais ils commençaient déjà à capter un peu le truc et tout. Et du coup voilà, on fait ce truc là. Ce qui se passe bien c'est qu'en fait on devient un espèce de duo un peu cool dans le sens où déjà on a le même âge. Lui est un mec hyper dans la stratégie, c'est un mec qui parle très bien, très bon commercial. Là où moi je suis encore un bébé, tu vois, je suis un peu le créa, tu vois, où je capte pas trop les trucs. Mais du coup moi par contre j'ai ce truc opérationnel que lui n'a pas et où lui maintenant il se dit ok, je peux vendre des stratégies et maintenant j'ai un gars derrière qui sait faire les trucs et qui à terme va pouvoir même driver une équipe quand lui pourra plus le faire. Ce qui s'est passé en 1 an et demi où j'ai commencé à manager des gens, où voilà, on a commencé à développer le truc et en fait ça a tellement bien marché que on a débloqué non seulement mon poste mais aussi 3 autres postes. Donc l'équipe s'est agrandie d'un coup et je suis resté plusieurs années dans cette entreprise qui a été formateur mais tellement c'était hyper formateur quoi. C'était la flexibilité de ouf, tu vois, j'ai commencé à donner des cours à des masters alors que moi-même j'avais pas encore mon master, tu vois, dans une école de commerce. Je faisais des conférences, en gros je faisais trop de trucs que j'aurais jamais pu faire dans une grosse boîte. Donc ça me plaisait parce que hyper responsabilité, force de proposition, je pouvais être créa, etc. Jusqu'au jour où il y a toujours un jour où il y a toujours un moment jusqu'au jour où on commence à faire un peu d'argent. C'est mon boss, lui, bon, on commence à plus du tout avoir les mêmes objectifs. C'est-à-dire que moi déjà, je commence à faire beaucoup plus de management d'équipe, là où ça me plaît moins parce que je commence à me déconnecter du contenu, chose que j'adorais faire. Et puis voilà, on commence à perdre pas mal de clients, on les remplace par des clients là où on avait beaucoup de gens dans la culture musicale, etc. Moi, j'adorais ça. On commence à les perdre pour les remplacer par d'autres secteurs d'activité où en gros, moi, je partage pas forcément les mêmes valeurs, tu vois. Et je me dis, bon, je m'y retrouve pas. Toujours en quête de sens. Je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de me faire chier ? Qu'est-ce que je fais ? Et donc là, en gros, je me dis, bon, j'adore faire du contenu. Je suis en train de commencer à de moins en moins en faire parce que je suis plus dans la partie managériale. Ce que j'adore aussi, manager des créas et tout. Et puis ça m'a servi pour aujourd'hui où j'ai une équipe et tout. Donc j'ai appris grave de trucs. Mais j'avais envie de mettre les mains dedans, tu vois. Et donc je me dis... aujourd'hui, dans ce que je fais, même en contenu, ça me plaît un peu moins parce que les clients me plaisent moins, donc du coup, il y a des contraintes qui me plaisent moins, etc. Je m'y retrouve plus trop. Je me dis, je vais faire un truc que je sais faire, c'est-à-dire faire des vidéos.
sans contrainte. Et donc je lance cette chaîne YouTube qui s'appelle Vous êtes vraiment sympa à l'époque, où à ce moment-là c'était un petit peu l'apogée des vlogs. Ouais. Et je me rendais compte que j'arrivais à regarder des gens qui marchaient dans la rue, mais c'était hypnotisant quoi. Je regardais ces vidéos-là alors qu'il y avait zéro contenu, c'est-à-dire qu'à la fin de la vidéo je me disais mais je n'ai absolument rien appris. Ouais. Et pourtant j'ai regardé, bon à l'époque on n'était pas encore sur les vidéos longues, hein, mais je me disais j'ai quand même regardé 6 minutes de ça, tu vois. 6 minutes à l'époque sur YouTube c'était des vidéos, c'était un long métrage quoi, tu vois. C'est vrai? Ah ouais, J'ai pas connu cette époque de YouTube. C'était vraiment, on te disait mais il faut, au-delà de 3 minutes les gens lâchent, tu vois. Donc, et même la plateforme était construite pour ne pas faire des vidéos longues et tout. C'est fou de voir l'évolution où aujourd'hui, au contraire, plus tu fais des vidéos longues, plus YouTube te rémunère, mais aussi te met en avant, te gratifie là-dessus. Du coup, les gens restent plus sur la plateforme, c'est sûr. Mais c'est marrant parce que ça me rassure un peu dans le sens où j'avais l'impression, tu vois, avec l'arrivée de TikTok, qu'on était vraiment dans une société qui était de plus en plus dans le temps court. Ce qui, personnellement, me plaît un peu moins parce que je trouve tu peux dire moins de choses. Alors oui, tu peux être très impactant en quelques secondes, mais moi je suis une meuf du temps long, hein, c'est pas pour rien que mes épisodes durent 1 heure, 1 heure et demie. Mais du coup, de ce que tu me dis, en fait, YouTube a fait un peu le switch inverse et le temps long n'est peut-être pas mort. Et en fait, c'est hyper paradoxal aussi parce que tu vois, YouTube vient de lancer Short. D'accord. Qui est un truc où tu fais des vidéos hyper courtes, tu vois, pour rivaliser avec TikTok, tu vois. Ouais. Du coup, c'est paradoxal et en même temps, moi j'avais invité au début de ma chaîne Raphaël Descraques et on avait parlé un petit peu du succès. Alors bon, là je cite un mec qui va citer un autre mec, mais je sais plus qui l'avait cité, qui disait que le succès c'était pas un espèce de gros gâteau à partager, tu vois, et que et qu'il fallait se battre les parts et tout, tu vois. C'est un gâteau infini en fait, où il y a pas de, alors c'est peut-être anti-marketeur ce que je dis et tout, parce que bon, t'as toujours des systèmes de concurrence, etc. Moi, je suis tellement déconnecté de ce truc-là que je crois de ouf en... Tu vois, je peux clairement exister et trouver un public qui a envie de regarder des trucs longs, de se poser, etc. Et soit avoir le même public que des gens qui ont envie de regarder des TikTok, tu vois. Parce que même moi, franchement, les gens croient que souvent j'écoute des podcasts et je suis en mode ah ouais, je me déconstruis tout le temps et tout. Je regarde des trucs à la con, je regarde du divertissement, je regarde des trucs courts aussi, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde là-dessus, quoi. Ouais, bah c'est sûr. En fait, on sera jamais dans une société où il y a qu'un seul format qui marche, en fait. Et heureusement. Hein. Mais c'est clair, c'est pas du jour au lendemain, tout le monde va passer aux vidéos de 10 secondes, tu vois. Et non. Et je pense, c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a un peu deux extrêmes. C'est parce que les gens, il faut de tout pour satisfaire. Il y a ceux qui regrettent le temps où, voilà, on ouvrait le journal et on prenait le temps et qui peut-être écoutent des podcasts ou qui ont ce côté où ils veulent pouvoir se poser, quoi. Mais comme tu dis, c'est pas antinomique avec le fait de regarder parfois des vidéos courtes, divertissement. Tu recherches pas la même chose, en fait. Complètement. Et est-ce que toi, tu t'es posé la question de faire du divertissement parce que, surtout à l'époque où tu as lancé ta chaîne, YouTube, c'était principalement du divertissement. Y avait quelques chaînes très nerdy, tu vois, de décryptage de la science ou de l'histoire, mais il y avait peu de formats un peu éducatifs. Tu vois, comme ou alors c'était de la vulgarisation pure, très scientifique, très historique. Il y avait déjà des Dr Nozman, il y avait des Nota Bene, des gens comme ça. Moi, j'étais un ovni, hein, c'était trop bizarre ce que je faisais en vrai. Tu vois, d'arriver... d'avoir un mélange un peu axe divertissement parce que c'était du vlog et en même temps je discutais de trucs hyper profonds et il y avait aucune vidéo qui racontait pas un truc un peu précis, tu vois, ou en divertissement pur, tu vois. Mais tu vois, je parlais de quête de sens, pour moi c'est ça, tu vois, c'est que encore aujourd'hui, là où maintenant je peux faire certaines vidéos qui peuvent être un peu plus divertissement, et encore oui, il y a des vidéos un peu plus divertissement, mais à chaque vidéo je me dis qu'est-ce que tu peux en retirer humainement, en fait, et je veux que chacun puisse en retirer quelque chose, tu vois. Parce que pour moi, il y a des gens qui sont très bons pour le divertissement pur, tu vois, où tu réfléchis pas, mais tu poses ton cerveau et c'est cool. Et encore une fois, il y a de la place pour tout le monde. Et je sais que c'est pas forcément ma force à moi de faire du divertissement pur. Et c'est pas ce qui me motive non plus. Donc ça a un peu évolué, mais c'est vrai qu'au début, les gens me regardaient un peu bizarre. Ils disaient, mais on sait pas où il veut aller. Et même plus tard, hein, quand j'ai commencé à sortir des vidéos table ronde... qui se faisait beaucoup aux États-Unis, mais en France on n'en voyait pas du tout. Ce truc voilà, où en fait même moi, tu vois, ça m'a un peu dépassé, quoi. Le truc a décollé direct, les gens on s'en dit c'est un peu bizarre et en même temps trop bien. Et voilà, et je pense qu'aussi c'est un peu la leçon que j'essaie de me donner encore aujourd'hui, où là tu vois, maintenant que la machine est lancée, je suis à un deuxième stade, tu vois, où maintenant c'est arrivé à perdurer. Et du coup ça te crée des nouvelles pressions.
Et en fait, ces nouvelles pressions-là, c'est celles-là qui te font faire des conneries, tu vois. C'est vrai. Où du coup, tu prends moins de risques, tu vois, t'es plus dans la sécurité, donc tu te laisses vite submerger par le flux et tu te réveilles à un moment et tu fais waouh, merde, est-ce que je suis has-been, tu vois. Ouais. Donc j'en suis pas là, tu vois, mais en tout cas, c'est la crainte du truc. Ouais. Mais du coup, je continue à prendre des risques parce que je sais que dans tout mon parcours de chaîne, c'est tout mon parcours global, mais là, surtout sur ma chaîne YouTube, dans la création de contenu, c'est les moments où j'ai pris le plus de risques que ça a marché en fait. Ouais. Et ça a été payant à chaque fois, quoi. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça ou est-ce que juste tu t'écoutes là aussi? Est-ce que genre tu te dis tous les 3-4 mois, ok, faut que je fasse le point, faut peut-être que je réfléchisse à des nouveaux formats, tu vois, est-ce que tu as une forme de stratégie, même si en fait c'est compliqué, j'ai l'impression que ce mot aussi il connaît un peu de manière péjorative. Genre je sais que moi j'ai toujours revendiqué, et c'est le cas, tu vois, que j'ai pas du tout de stratégie par rapport à mon contenu, que je fais juste ce qui me parle et ce que j'aime, et d'un autre côté bah, c'est cool d'en avoir une aussi, enfin, ça veut dire que tu veux perdurer, que tu as de l'ambition pour tes projets, mais donc moi je me pose vraiment la question en effet si par rapport à ce que tu me dis tu t'incites parfois à prendre des risques justement pour pas rester dans le confort, ou est-ce que bah, t'attends juste l'inspire, ou alors voilà, t'es juste en adéquation avec un jour si tu te réveilles, tu veux tester un format, tu le fais. Je me rappelle quand j'ai quitté mon taf du coup en agence et que j'ai été une partie Pôle emploi, tu vois, et ma conseillère elle m'avait dit donc je voulais monter ma boîte et ma conseillère m'avait dit oui, c'est quoi votre business model, et ça m'avait angoissé parce que je me disais mais je sais pas, ouais. Je sais pas, et en même temps je savais pas construire le business model. Je me disais bah j'ai 2-3 pistes de clients, en fait c'est ça la réalité, tu vois. Et je crois qu'il faut aussi vachement casser ces trucs là encore plus sur oui, t'as 800 salariés, je comprends que t'as un business model, tu vois. T'es tout seul, t'es auto-entrepreneur, tu veux tester des trucs, viens, on te casse pas les couilles avec des business models, des trucs. C'est clair. Et en fait, c'est ouf, c'est que ces trucs-là, ces stratégies-là, c'est important d'avoir une stratégie, hein, je pense, en tout cas de savoir où tu veux aller, humainement, professionnellement, en liant tout ça. Mais en fait, souvent, tous ces trucs de marketeux, donc moi j'ai Bac+5 en marketing, donc communication marketing, donc j'en ai bouffé, hein, c'est des trucs où en fait ça t'empêche même d'être dans l'action. C'est-à-dire que j'ai tellement de potes qui sont formatés là-dedans, où ils me disent ouais là ça fait 4 mois qu'on bosse sur la stratégie sur 20 ans de la boîte. Je me dis vous êtes des malades avant Covid, hein. C'est-à-dire qu'ils me disent ça, il y a le Covid qui tombe 6 mois après, je dis bah ta stratégie là ça fait 6 mois que tu la bosses, bah on va devoir la rebosser maintenant. Et quoi, sur 20 ans aussi ça se passe quoi. Aujourd'hui ça a plus aucun sens de faire des stratégies comme ça et tout. Et moi quand je me suis lancé, c'était impossible en auto-entreprise d'avoir un business model, tu vois. Je pouvais me dire à peu près ouais je sens que ça peut marcher ou pas, mais j'en savais rien. Et juste j'y suis allé sans business model, j'ai testé des trucs et en fait tu vois de manière intuitive encore une fois, ouais. Mais tu testes en fait. Et moi je suis très peu dans le... Alors je suis quelqu'un beaucoup dans la réflexion, mais je suis pas un rêveur dans le sens où je ne prends pas de plaisir à juste imaginer un concept et pas le faire derrière. Pour moi le plaisir c'est vraiment d'imaginer un truc, de me dire ouais ça sort de ma tête, maintenant il faut que ce soit concret et que les gens le voient, le visualisent, quitte à ce que ce soit pas parfait d'ailleurs. Quand j'ai lancé Entre Mecs, tu regardes on en a tourné 4, donc en fait je voulais vraiment en tourner 4 pour voir si ça pouvait fonctionner sur un vrai rendez-vous. J'avais 4 heures sur un studio gratos, donc je m'étais dit on va tourner 4 émissions en 4 heures. Impossible. Aujourd'hui je me disais mais t'es fou quoi. Le dernier Entre Mecs on a mis 3 heures à le tourner, tu vois, pendant 40 minutes. Ça n'a aucun sens. Ouais, mais bon, au début, il faut y aller un peu avec la fleur au fusil. J'ai trouvé des caméras, j'ai trouvé une équipe qui est venue gratuitement pour m'aider. D'ailleurs, il y avait mon monteur actuel qui était là à l'époque. Enfin, c'était fou, tu vois. J'avais 3 caméras différentes, donc la qualité d'image n'est pas la même. J'avais un fond vert dégueulasse qu'on savait pas gérer. À un moment, on s'est dit, ouais, on va faire comme Colors, on va changer la couleur derrière avec des cams de merde, on savait pas le faire. Enfin, aucun sens. Mais bah tu vois l'épisode 1 enfin tu vois les premiers épisodes ont fait 1 million de vues, tu vois. Donc c'est grâce à ça aussi que derrière je me suis dit ok, ça je sais que ça marche, je sais que c'est un vrai rendez-vous, oui c'est pas parfait, oui ça me saoule que ma vidéo la plus vue c'est pour moi la plus dégueulasse visuellement, tu vois. Bienvenue au club. La vidéo la plus vue de ma chaîne, je crois la date à 3,5 millions. Okay. C'est la pire vidéo que tu verras jamais de ta vie. Enfin le message est là, c'est sur l'acceptation de soi. Ouais. Mais tourner, je sais même pas si c'est téléphone ou si c'est à la vieille caméra, mais genre appareil photo numérique. Ouais.
Rien qu'y repenser, Mais le message est là. Le message est là. Et surtout, est-ce que ça t'a ouvert des portes après cette vidéo? Ouais. C'est ça c'est ce qui a lancé, je pense, ma chaîne dès le début. Moi, j'ai commencé sur YouTube en faisant. En fait, je maîtrisais pas du tout YouTube. Moi, j'ai commencé sur Insta. Ouais. Et j'avais envie de changement. Et je m'étais dit, bon, bah, pour prendre les codes, je vais faire une vidéo par jour pendant un mois. Tu sais, je voyais un peu des gens le faire. Je me suis dit, bon, bah, au moins, j'ai pas le choix que d'apprendre à monter, à tourner, à machin. J'ai décidé de faire ça quand je rentrais en Master 1, donc vraiment meilleure décision de ma vie, lol. Et donc j'ai fait un GOZ, parce que je voulais pas juste faire un concept de vlogging. Moi je me suis dit pareil, j'ai envie d'apporter My Better Self, tu vois, le côté un peu se dépasser ou tester des trucs. Et donc chaque jour en gros j'avais un GOZ, voilà, et en gros là c'était le deuxième GOZ, c'était GOZ, accepter mon corps, tu vois. Et donc vidéo terrible en termes de qualité, mais qui du coup a fait que mes GOZ dès le début ont été pas mal suivis, quoi. Trop bien. Voilà, donc en effet, test and learn. Moi, c'est vraiment la leçon que je retiens de ce que tu dis, quoi. C'est sympa d'avoir l'idée dans sa tête, mais si tu la confrontes pas à la réalité. En fait, je pense que d'un autre côté, c'est vrai que c'est très difficile. C'est notre relation à l'échec, entre guillemets, tu vois. Tu vois, toi, t'aurais fait quoi si ça avait pas marché? En fait, t'as eu le courage de te dire, mais de toute façon, c'est ça le courage, c'est d'avoir peur, mais y aller quand même. Donc toi, tu t'es dit, ça peut ne pas marcher, mais je vais quand même essayer. Parce que c'est pire que de garder l'idée dans ma tête et de jamais lui donner vie, quoi. Alors qu'il y a des gens, mais typique, big up à Lola, si jamais t'écoutes, ma cousine adorée, elle me dit souvent, en fait, elle a plein d'idées, mais elle a tellement peur que ça marche pas qu'elle préfère garder l'idée qui est belle. Tu vois? Ouais, bien sûr. C'est rassurant. Je crois que à chaque fois que j'ai eu peur que ça marche pas, ça va pas marcher. Ah ouais. Et dès que je me suis pas posé la question, ça va fonctionner. Mais ça, c'est... j'allais dire pas un très bon conseil mais c'est pas le terme pas très bon, mais ça c'est un conseil dangereux pour les personnes qui ont un syndrome de l'imposteur, parce que c'est des personnes qui se disent tout le temps que ça peut ne pas marcher, tu vois. Bien sûr. Qu'est-ce qui a fait qu'à certaines fois tu t'es plus dit que ça pouvait le faire? En fait, le syndrome de l'imposteur, moi je l'ai vachement eu en me disant plus quand ça marche, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Mais par contre, en fait, je peux te dire que quand t'es en galère, le syndrome de l'imposteur, c'est un problème de riche, tu vois. Ouais, c'est vrai. Dans le sens où le syndrome de l'imposteur, je l'ai aujourd'hui à la limite maintenant sur des trucs où je suis en mode je vais sortir un livre, je suis qui pour sortir un livre? Super problème de riche, tu vois. Ouais. Quand j'étais en galère de thunes et qu'il fallait que je contacte des invités, que je trouve des gens, je trouve des concepts, je peux dire qu'il n'y avait pas le temps pour le syndrome de l'imposteur, en fait. J'étais en mode ok, je suis qui? Mais bon, maintenant il faut que je mange, en fait. C'est ça, tu vois. Donc non, j'avais pas trop ce truc-là. Mais oui, en effet, je suis d'accord que c'est toujours un peu dangereux. Après, je sais plus qui disait, mais cette phrase, elle m'a marqué. Je crois qu'on me l'avait dit quand j'étais en master. Mais si tu veux une garantie, achète un grille-pain, tu vois. Et c'est exactement ça. C'est le titre de l'épisode. Non, mais c'est ça, tu vois. C'est que, en vrai, franchement, le nombre de personnes qui m'ont dit, mais tu te lances sur YouTube, mais déjà, c'est pas un vrai métier. Et en plus, le peu de gens qui en vivent, c'est bouché. Je me suis dit, ouais, mais moi j'ai envie de le faire. Je sais que j'ai une place, je sais que je peux apporter un truc différent. Et surtout, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, quoi. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais dans tous les moments de galère où il y en a eu vraiment, aujourd'hui, tu vois, par exemple, si je devais revivre tout ça, j'aurais pas les épaules pour le revivre, je pense. Parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi dur. Mais je suis tellement content d'être passé par tout ça. Et je crois que toutes ces étapes-là, j'avais une certitude dans ma tête de me dire ça va marcher, tu vois. De me dire c'est obligé, j'y crois tellement et je sais à quel point c'est aligné avec tout ce qui se passe en ce moment que ça va fonctionner, tu vois. Pour moi, c'était aligné avec mes aspirations, ce qui se passe en ce moment dans la société. On commençait à se dire, tu vois, il commençait à y avoir des questionnements un peu plus sociétaux, les gens commençaient à se dire un petit peu, ouais, cette course au capitalisme, qu'est-ce qu'on en fait? On commençait un peu à parler des bullshit jobs, tu vois, de tous ces gens dans la com, etc., tu vois, qui font des jobs où t'es en mode, bon, il n'y a pas trop de sens. Et d'une génération qui arrivait, qui était la nôtre, qui était le début d'ailleurs, les porte-drapeaux un peu des générations qui suivent, où on parle plus du tout de plan de carrière parce qu'aujourd'hui ça n'a plus aucun sens, il n'y a plus personne qui va rentrer, en fait il n'y a plus la réalité financière aujourd'hui de se dire je rentre dans une boîte à 18 ans et à 60 balais j'en ressors et j'aurai eu mon plan de carrière. Du coup on n'est plus du tout dans des plans de carrière, quoi. On est dans des projets de vie, quoi. Et donc la quête de sens est au cœur de ce truc là, quoi. Donc je me disais mais c'est forcément aligné avec tout ça. Et j'ai mis un peu de temps à trouver la forme, en fait. La forme qui m'allait, la forme qui allait aux gens et tout. Et en fait, dès qu'on est arrivé avec ces tables rondes, je savais pas ce que je faisais. Hein. Le premier épisode, on arrive. Le premier épisode qu'on a tourné, donc c'était l'épisode 2, je crois, qui est sorti. Ah non, c'était le premier épisode qu'on a tourné, c'est l'épisode 2 qui est sorti, c'était sur la bite. C'est-à-dire que je me retrouve avec 3 mecs autour d'une table et je dis, là, on va parler de bite pendant 1 heure. Ils savaient pas?
Quand tu les Non, contactes, ils savaient pas. Non, ils savaient pas. Et gardez en tête la stratégie, ne dites pas de quoi vous allez parler à vos invités. C'est ça. Et je me suis dit, bon, parce qu'à l'époque, j'avais 2 chroniqueurs, donc eux, je savais qu'ils allaient rester. Et j'avais un invité où je savais qu'il allait être à l'aise. Et je me suis dit, bon, au moins, on parle de beat au premier épisode. On est sûr que les autres, c'était la drague, la virilité et pleurer. Je me suis dit, ok, on attaque par la beat, comme ça, il y a 0 gêne et tout. Mais en soi, pendant 1 heure, je me dis, c'est une technique d'animation différente. Il va falloir même que je donne des anecdotes, chose que je faisais pas avant parce que j'avais plus un truc d'intervieweur, tu vois. Je me suis dit, ok, maintenant, faut vraiment que je sois au centre du truc. Et j'ai surkiffé. Je me suis dit, mais c'est trop bien, en fait, j'ai envie de faire ça tout le temps. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'après, je suis parti sur plutôt de la discussion, table ronde et tout, qui est un de mes formats parce qu'après, il y a d'autres choses comme Insomnie où c'est dans un lit et tout. Mais en tout cas, ce truc-là, je me suis dit, ok, là, en fait, c'est tellement ouf à quel point, quand c'est aligné, tout est simple. C'est-à-dire que tu batailles pas. Tu te fais kiffer, les gens ça répond et c'est là que tu dis ah ouais non mais c'est bon en fait là j'ai compris, j'ai attrapé un truc et tout est simple et maintenant j'ai ouvert des brèches, tu vois, j'ai éclaté 2-3 buissons, maintenant c'est simple et maintenant je vois la route tracée quoi. C'est à la fois rassurant et angoissant cette réalité parce que t'es pas le premier à en parler sur InPower. Je vous invite à écouter l'épisode avec Arthur Aubeuf qui est sorti il y a pas très longtemps, qui est le cofondateur de Time for the Planet, qui est un super mouvement pour sauver la planète tout simplement, c'est leur ambition vraiment. Et il disait pareil, tu vois, il disait que pendant 10 ans il a été dans la com aussi, c'est marrant, tu vois, dans les réseaux sociaux, puis il a cofondé un truc qui marchait très bien, donc il y avait un côté hyper gratifiant qui te donne de l'énergie, mais un jour vraiment il a eu une espèce de wake-up call de je suis pas à ma place. Et à partir du moment où il a cofondé Time for the Planet, déjà ça marchait dès le début, donc un peu ce que tu dis, donc c'est marrant parce que vraiment je me permets de faire le parallèle parce que on touche à un concept, tu vois, à partir du moment où ça arrive à plusieurs personnes de la même façon, c'est qu'il y a un truc derrière, et il s'est dit, et il a dit cette phrase en fait, il a fait quand ça marche oui c'est que ça marche pas, enfin en fait c'est que t'es pas aligné, c'est d'après lui vraiment quand on est aligné ça marche. Et donc d'un côté c'est rassurant, enfin parce que tu te dis ok il y a cette réalité qui existe, quand on est aligné on se prend vraiment moins la tête parce que ça coule de sens, et d'un côté je pense qu'il y a des personnes qui écoutent et qui se disent ok mais moi c'est quoi mon alignement, tu vois. Comment tu l'as trouvé toi au final? Ça a été plein d'essais, d'échecs puis de résilience, enfin est-ce que tu aurais des conseils à donner peut-être pour les personnes qui cherchent un peu en ce moment leur axe, leur alignement? Ouais, bah bon, après c'est compliqué parce que c'est les parcours de chacun, tu vois, voilà, c'est vraiment du cas par cas. Mais je sais qu'on est vachement dans une économie du vite, tu vois. On teste vite les choses, on jette vite les choses, voilà. Et je sais qu'en vrai, j'ai trouvé ma passion du jour au lendemain, mais en 10 ans, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas eu un déclic, tu vois, à 18 ans de faire ok c'est bon j'ai trouvé, mais à 18 ans j'ai commencé à faire de la photo en me disant j'aime trop les gens, je suis passionné par leurs histoires et j'ai envie de capturer ces moments. Cut, on est 11 ans après, j'adore toujours les gens et j'adore capturer des moments, je le fais juste de manière différente. Et en fait, tu vois tout ce qu'il y a eu entre, tu vois, c'est-à-dire les études, les trucs de ok, relations presse, non, ok, plutôt social media, non, ok, plutôt ça, ok, on teste des trucs et tout. Et en fait, il n'y a pas de chemin tout tracé, tu vois, mais tu te rends compte que j'avais un truc en tête et que mon aspiration, elle est la même. Et surtout que j'ai testé plein de choses dans ce sens-là, en fait. Et à chaque taf que je faisais, au fur et à mesure, tu vois, j'augmentais un peu la jauge d'épanouissement, tu vois. Donc je me disais, ce taf-là, il est vraiment cool. Je suis pas à 100% non plus. Et c'est ça que je te disais aussi, où j'avais des fois peur un peu d'être un enfant pourri gâté, tu sais, d'être en mode, je suis à la recherche d'un truc qui n'existe pas. Aujourd'hui, dans ce que je fais, je suis tellement à 100% aligné, mais sur tout. C'est-à-dire que, alors oui, il y a des trucs qui me saoulent, hein, faire de la comptabilité, faire de l'admin, des fois, t'es obligé de faire des trucs qui te saoulent des fois. Mais je suis 100%. Alors, aujourd'hui, je sais que ce que je voulais faire quand j'avais 18 piges, c'est ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Ça n'existait pas quand j'avais 18 ans, ce métier de youtubeur. Mais aujourd'hui, je sais ce que c'est exactement là où je dois être. Mais j'ai mis 10 ans en fait à trouver ce truc-là, tu vois. Non, mais c'est aussi un enseignement hyper précieux, quoi, de pas paniquer parce que là, vous trouvez pas forcément votre calling. Mais le problème, en fait, c'est les réseaux sociaux parce que on se compare du coup à d'autres personnes de notre âge. Ce qu'il n'y avait pas avant, tu vois, avant t'étais peut-être dans ta frustration personnelle, mais je pense que c'est beaucoup moins difficile à vivre que quand tu vois d'autres personnes épanouies et que tu dis genre ok c'est moi qui ai un problème.
Ouais, et puis alors, en plus, il y a un double problème, c'est que, bon, déjà, il y a une grosse partie sur les réseaux où maintenant on commence à le savoir, mais c'est bien qu'on le répète, mais qui est fake en fait, tu vois, où c'est une partie de la réalité mise en scène qu'on veut montrer. Et aussi, il y a une partie où on voit la finalité. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un d'accompli, tu vois quelqu'un qui en a chié et qui est accompli, tu vois. Et aujourd'hui, quand je reçois des messages de gens qui ont 17-18 ans et qui disent t'es trop un rôle modèle pour moi et tout, ce que je kiffe, tu vois, mais en mode j'arriverai jamais à être comme toi, etc. Et qu'on discute un peu, je me dis mais en fait moi à 18 ans j'étais vraiment pas déjà au même stade que toi, tu vois. Donc t'es déjà grave en avance par rapport à moi en termes de maturité, en termes de plein de choses. Ouais. Et donc c'est aussi ce truc d'être un peu indulgent avec soi-même et moi le premier, tu vois. C'est-à-dire que il y a toujours ce petit truc qui s'implémente en moi de moins en moins, mais qui s'implémente de la comparaison, tu vois. Et c'est toujours la comparaison en fait qui te nique, qui fait le syndrome de l'imposteur, qui te fait perdre confiance en toi et tout. Ça n'aide jamais. Complètement. Et je comparais des fois des gens qui ont 10 ans de plus que moi, tu vois, dans le métier. Et je dis, regarde, lui, il arrive à avoir tel invité. Ah, c'est trop intelligent ce qu'il a fait. Pourquoi j'ai pas pensé et tout. Parce qu'il a 10 ans de plus que moi dans le métier, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ce truc-là aussi de savoir recentrer là où t'es, de savoir recentrer les choses et puis de comprendre à quelle étape t'en es. Et encore une fois, chacun son parcours, tu vois. C'est ça. Et c'est un peu comme ce que tu disais pour le gâteau du succès, quoi. C'est pas parce que quelqu'un va plus vite, entre guillemets, ou réussit mieux, entre guillemets, que toi tu peux pas réussir et être épanoui. C'est parfois en effet je pense qu'il est assez terrible, mais c'est un problème particulier aux réseaux sociaux, mais qui vaut aussi dans d'autres domaines. Mais pour moi il y a vraiment un côté compétition qui n'a pas lieu d'être, tu vois. Il y a un côté où c'est pas toi vs les autres, c'est pas moi je le vois comme ça, tu vois. Le but c'est pas d'être au sommet, d'être là, tu vois. Il y a un côté je trouve qui peut être toxique. C'est du coup en fait t'es jamais épanoui parce que t'es pas là, alors que enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. T'as un message à faire passer, des gens pour l'entendre. Enfin, tu vois, moi j'ai conscience, en ne faisant pas du pur divertissement, que je touche moins de gens que si je faisais les Marseillais, tu vois. Mais ça me dérange pas parce que je suis aligné avec ce que je veux partager. Ouais. En fait, il y a tellement pas de notion du. En fait, il y a pas de chemin tout tracé, tu vois. Je crois que Louis de Funès, il a dû percer à 50 balais, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Dans ce cas-là, tu fais c'est bon. Enfin, tu vois, 50 balais, on a 30 ans, on n'a même pas 30 ans, tu vois. Et d'un autre côté, j'ai pas envie, je souhaite pas aux personnes qui nous écoutent de trouver leur voix à 50 ans, tu vois. Parce que c'est cool de la trouver plus tôt. C'est pour ça que je fais le podcast, c'est que je fais littéralement de la propagande à toutes les personnes que je rencontre pour écouter des podcasts, parce que ça aide tellement, je trouve, à découvrir justement, tu vois, peut-être que grâce à ta description de ce que tu fais, des personnes vont se rendre compte qu'en fait c'est ça qu'ils aiment. Bien sûr. Et qu'en fait si jamais ils n'avaient pas écouté ce podcast, ils s'en seraient pas rendu compte. Bien sûr. Donc bon, moi c'est vrai que le temps gagné sur l'épanouissement est bon à prendre. Ouais. Après il faut pas stresser avec ça. Mais tu vois, moi je le vois pas comme du temps gagné, dans le sens où c'est peut-être très spirituel, tu vois, mais j'ai beaucoup d'humilité sur ce qui doit arriver, tu vois. Ok. Et pour moi, tu vois, peut-être qu'il y a des gens, et nous tous, tu vois, je pense qu'il y a des événements qui sont hyper cool, mais qui peuvent pas nous arriver, nous, aujourd'hui, tu vois. Parce qu'on n'est pas prêt à l'accueillir, tu vois. Ouais. Et pour moi, il y a des gens qui percent ou qui trouvent leur voie à 50 balais, mais parce qu'ils sont dans une situation où ils ont vécu ce qu'ils devaient vivre. Ils ont eu des trucs relous, ils ont appris sur eux, etc. Et maintenant, bam, ils arrivent au moment où les planètes sont alignées, et c'est maintenant, tu vois. Mais après, je suis d'accord que un podcast comme ça, tu vois, ça aide aussi à être sur le chemin, et peut-être que ça fait partie de l'alignement des planètes, et que quand t'écoutes, tu fais waouh, ok, c'est maintenant. Mais comme j'en reçois plein dans toutes mes vidéos et tout, où je me dis ça a été le déclic pour faire mon coming out, ça a été le déclic pour dire je t'aime à mes parents, ça a été le déclic pour changer de taf, des trucs comme ça. Je me dis trop cool. Mais déjà, je me dis à chaque fois, si ça avait pas été à moi, ça aurait été un autre déclic, tu vois. Mais voilà, mais pour moi, tu vois, il y a trop de trucs où, tu vois, par exemple, mes parents, ils ont divorcé il y a 10 ans. Ma mère se remet à travailler là, etc. Elle a eu plein de galères, mais je sais qu'aujourd'hui, ces galères-là, elles ont été obligatoires pour qu'elle apprenne qui elle est vraiment, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais je vois totalement ce que tu veux dire, et d'un autre côté, j'ai du mal, moi, à totalement l'accepter, parce que ce serait dire tu souffres, mais tu dois passer par là. Enfin, tu vois, moi j'ai un côté un peu après c'est une force comme une faiblesse, où genre je fais en sorte que la réalité se plie à ma volonté, tu vois. Donc il y a un côté où c'est dur à entendre, tu vois, peut-être pour des personnes qui en chient vraiment, de se dire mais bon, je dois passer par là, et tu vois, de se prendre des merdes avec le sourire, tu vois. Il y a un côté où moi j'ai envie de leur dire non, gars, genre il y a un autre chemin, tu peux le construire,
Et tu vois, le thème de podcast, c'est prendre le pouvoir de sa vie. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté parfois un peu gourou américain, genre, c'est la force de ta volonté qui va permettre de construire ta vie. Non. Le secret, par exemple. Ouais. Tu l'as vu? Alors, non, c'est un film. C'est un livre. C'est un livre parce que tu l'as vu. Donc, mais j'avais entendu parler du livre. C'est aussi sur Netflix, ouais. Et je l'ai regardé et je trouve que c'est une abomination. Et en fait, c'est des gens qui te vendent des formations derrière. Ouais, c'est ça. Mais où en effet, t'as des trucs de tout ce qui t'arrive, c'est 100%. Tu es 100% responsable. Et alors moi, je te rejoins complètement là-dessus, où quand je dis il faut qu'il t'arrive des trucs pour être au bon moment, ça veut pas dire il faut être attentiste et être passif. En mode de toute façon, la planète va s'aligner un jour. Il est jamais rien arrivé à quelqu'un qui est resté le cul sur son canapé. Tu vois, on l'a jamais appelé en mode écoute mec, j'ai une opportunité, j'ai vu comment tu t'assois sur ton canapé, c'est une dinguerie, j'ai une opportunité. Je te veux dans mon émission. Tu vas être CEO de mon. Et non, ça c'est sûr. Mais par contre, tu vois, par exemple. Et ça se rejoint complètement à ce que tu dis, dans le sens où moi je tourne tout au positif aussi, dans le sens tu vois où ERDF par exemple, mon expérience dans une grosse boîte qui m'a pas plu, pour moi c'était un passage obligé et j'ai pas kiffé, j'ai vraiment pas kiffé pendant 5 mois, mais par contre ça m'a appris tellement de choses sur moi et sans cette expérience là je serais peut-être pas là aujourd'hui, tu vois. Ouais. Donc c'est plus ce truc là de se dire que et je pense que c'est aussi hyper décomplexant de se dire écoutez là si aujourd'hui vous avez 40 balais et que vous sentez pas 100% aligné, c'est pas grave en vrai, tu vois, continuez à aller vers ce vers quoi vous voulez aller. Et après, tu vois, franchement, on parle de ça, on n'a pas de gosse, on n'a pas de charge, on n'a pas, tu vois. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent mettre plus de temps que d'autres. Et encore là, on parle d'accomplissement professionnel qui veut tout dire et rien dire, mais ça marche aussi dans le perso, ça marche dans plein de choses, tu vois. Je pense que ma mère a arrêté de travailler quand mon petit frère est né. Et à aucun moment, aujourd'hui, tu vois, elle galère parce qu'elle se remet à travailler à 55 ans, tu vois. Mais à aucun moment elle regrette d'avoir arrêté de bosser parce qu'elle nous a vu grandir et parce que tu vois il y a eu tout un truc où pour elle c'était ok, tu vois. Donc voilà, je pense qu'en vrai il n'y a pas trop de pression à se mettre et je sais que tu vois professionnellement l'approche des 30 ans, j'ai des potes qui commencent à avoir des déclics en se disant merde qu'est-ce que je fais de ma vie, les 40 c'est encore un autre stade, enfin tu vois je pense qu'il y a j'ai l'impression que les dizaines il y a toujours un délire, alors qu'en soi tu vois il y a pas de je pense qu'il n'y a aucun chemin tout tracé et surtout il est jamais trop tard pour changer quoi que ce soit. Ça c'est sûr, ça c'est hyper important, mais c'est marrant que enfin, quand t'as dit c'est peut-être un peu spirituel, mais je pense que tout arrive pour une raison, entre guillemets. C'est marrant, je pense que cette confiance dans le destin, alors on va partir loin, je préviens, mais c'est vraiment une nouvelle forme de religion. Enfin, j'ai l'impression que ce mouvement naît du déclin de la religion dans la société occidentale. Enfin, tu vois, il y a 50 ans... Enfin, j'ai pas les chiffres, mais je pense que limite la moitié de la population allait à la messe le dimanche. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais c'est loin de ça. Tu vois, il y a une espèce de perte de la foi, et que ce soit d'ailleurs dans le religieux ou dans le politique. Alors qu'il y a un gros regain de la spiritualité. Et c'est fou, moi, le nombre de personnes que j'ai reçues sur le podcast et qui, en effet, se disent en fait, rien n'arrive par hasard. Et je pense qu'en fait, c'est juste l'humain qui a besoin de croire en quelque chose. C'est-à-dire que quand tu croyais ou que tu crois en Dieu, t'es rassuré parce que tu penses que Dieu veut ce qu'il y a de mieux pour toi et que de toute façon, il y a Dieu qui t'aide et qui t'accompagne. Et quand tu crois au destin, t'as une autre forme de croyance dure comme fer qui est de toute façon, tout arrive pour une raison, il y a ça. Et il y a une partie de moi qui m'empêche de me dire est-ce que ça, c'est pas juste pour se rassurer alors qu'en fait, genre, il y a que nous. Peut-être. Mais je pense qu'on arrive aussi à un constat de se dire qu'on s'est un peu trop pris pour la toute-puissance à croire qu'il y avait rien au-dessus de nous. Et résultat, en fait, la planète est en train de nous dire bon, cassez-vous. Vous savez quoi, cassez-vous, tu vois. Ouais. Et alors moi les religions c'est hyper intéressant parce que tu vois j'ai 4 ou 5 religions différentes dans ma famille et j'ai tout, j'ai pas tout pratiqué dans le sens vraiment pratiqué, mais en tout cas j'ai tout vu, j'ai vraiment ça m'a grave intéressé, tu vois, quand j'avais 14-15 ans, je me suis vachement intéressé à la spiritualité, toujours dans la quête de sens, tu vois, de dire OK, c'est quoi le principe et tout. Et donc j'ai fait des messes évangéliques à l'île Maurice, tu vois, j'ai testé plein de trucs, j'ai lu le Coran, j'ai lu la Bible, tu vois, je voulais comprendre un peu tous ces trucs-là. Et la grosse différence aujourd'hui avec ma perception de la spiritualité, c'est que je n'ai pas de message concret dicté par quelqu'un. Là où je me suis beaucoup moins retrouvé dans les religions, c'est que en fait, le message d'amour de base, d'acceptation des autres, de vivre ensemble, etc., et d'humilité par rapport à la planète, tu vois, au monde dans lequel on vit et tout, c'est un peu transformé en guerre de religion et en comment on peut faire du pouvoir avec ça, tu vois. C'est sûr. Qui est une réalité, qui est une réalité financière, etc. Tu regardes le nombre d'églises qu'on a, tu regardes le Vatican, etc. C'est encore des choses qui sont très puissantes aujourd'hui, même si y a un vrai déclin de cette religion en particulier.
Mais moi, ma spiritualité, c'est pas de me dire... tu vois, par exemple, je me pose pas la question de la vie après la mort ou des choses comme ça pour essayer de me rassurer, de faire face à la mort ou des choses comme ça. Mais ce que je me dis, c'est que en fait, on est tellement tous connectés les uns aux autres, mais au-delà du langage, tu vois, il y a tellement de synchronicité, il y a tellement, même je crois de ouf au pouvoir de l'intention, tu vois. Donc c'est pas non plus des choses très attentistes par rapport au monde en mode je fais une danse de la pluie, tu vois, en attendant que voilà, pour pardonner ou des choses comme ça, je fais des offrandes à des dieux et tout. Donc je suis pas du tout là-dedans, mais je suis vachement dans le truc de quand même se reconnecter à l'humilité qu'on peut avoir de la connexion qu'on a tous les uns envers les autres, tu vois. Ouais. Mais qui va encore dans ce truc de l'intuition par rapport à la rationalité, tu vois. Mais par contre, je suis complètement d'accord que en fait, je suis pas dans un extrême ou dans l'autre, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, il y a ce truc d'humilité de se dire, ok, il y a des choses que je contrôle pas, il y a tellement de choses que je contrôle pas, mais par contre, il y a des choses que je peux contrôler. Et donc pour moi, le pouvoir de l'intention, c'est ça, c'est de se dire, je sais où je veux aller, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, mais par contre, je vais à aucun moment m'inquiéter des choses qui sont plus en mon pouvoir parce que j'ai hyper confiance. J'ai pas confiance en Dieu, tu vois, mais j'ai confiance en l'énergie, en la connexion des êtres, en toutes ces choses-là, et on la vit de manière globale, tu vois. Et pour l'instant, ça c'est toujours, tu vois, aujourd'hui, j'ai plus de recul pour pouvoir regarder, tu sais, mon parcours de 10 ans, que j'avais pas il y a 10 ans, et je me dis, ouais, mais en fait, tout s'est tellement bien goupillé, et ça a été un savant mélange de ce que j'ai posé sur mon chemin moi-même, de ce que j'ai forcé, et de choses qui étaient indépendantes de ma volonté, mais où en fait j'ai semé des trucs et les trucs sont revenus en fait. Ouais. Tu crois au karma ? Ouais, de ouf. Tu vois, c'est fascinant en fait. Moi j'ai un peu une espèce de questionnement sur la vérité avec un grand V, tu vois. C'est qui détient la vérité ? Il y a tellement, tu vois, parfois quand t'écoutes des gens, mais je pense qu'il n'y en a pas, c'est ce que je me dis, qu'en tout cas il faut savoir piocher dans ce qui nous parle à nous. Mais c'est vrai que pour avoir échangé avec des personnes de différentes religions ou de différentes croyances, de différents courants idéologiques, c'est assez fascinant parce que quand t'écoutes des gens, surtout quand ils sont éloquents et érudits, t'as envie grave de croire en ce qu'ils disent et tu te dis ah waouh, il a grave raison, et tu peux écouter quelqu'un qui dit vraiment mais limite l'inverse, quelque chose de complètement opposé une heure après. Et c'est assez fascinant, tu vois, de voir les différentes croyances. Et au final, en effet, il faut juste choisir celle qui nous parle le plus, quoi. Il n'y a pas de... Personne nous demande de connaître la vérité à ce niveau-là. Hein, mais ouais, moi, j'ai pas encore réglé mon avis par rapport au destin, tu vois. D'un côté, comme tu dis, il y a des synchronicités où parfois tu te dis c'est trop gros pour que ce soit une coïncidence. Et d'un autre côté, bon, parfois tu te dis quand même, est-ce que c'est pas, pour me rassurer, est-ce que c'est pas irrationnel, justement ? On est dans une société tellement rationnelle où t'as envie de tout expliquer, et tu peux parfois toujours l'expliquer, mais bon, c'est passionnant. J'ai envie un peu qu'on parle quand même de ton livre qui va sortir le 7 octobre, si j'ai bien retenu. Absolument, le 7 octobre. Il va parler de virilité, ou en tout cas de remise en question de la virilité. Est-ce que c'est un sujet qui t'a toujours touché ? Est-ce que c'est pour ça que tu as commencé entre mecs ? Et est-ce que tu dirais que c'est ça, en fait, ton sujet aujourd'hui qui a fait que tout s'est aligné ? C'est un sujet qui m'a toujours touché, oui. Je ne l'ai pas forcément verbalisé comme ça tout de suite. Mais en tout cas, c'est un sujet qui s'est imposé à moi très tôt, quoi. Dans le sens où, déjà, j'avais un retard hormonal à 6 ans. Donc, j'étais beaucoup plus petit que tout le monde. Donc j'ai commencé à comprendre, malgré moi, cette espèce de concurrence masculine, le début de la virilité des petits garçons entre eux, et donc ce truc de jungle de qui va être le plus fort, qui va être le plus faible. J'étais un garçon en plus de ça, donc physiquement plus faible, entre guillemets, et émotionnellement plus faible aussi. Plus tard, j'ai compris, j'ai mis des mots sur l'hypersensibilité, même si on parlait pas vraiment d'hypersensibilité à cette époque-là. C'était vraiment englobé dans des quotients émotionnels, surdoués. Plus tard, on a parlé de zèbre, etc. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on parle d'hypersensibilité. Mais voilà, donc j'ai découvert un peu tous ces trucs-là. Qui était vraiment un peu à l'inverse de la virilité, c'est-à-dire que j'étais pas du tout le mec grand, musclé, qui contrôle toutes ses émotions. Donc j'étais plutôt le petit gars chétif, qui pleure facilement, qui est facilement impressionné et tout par le monde, tu vois, qui s'émerveille, enfin voilà, c'était... Et donc j'ai compris malgré moi que j'allais être marginal par rapport à tous les autres mecs, mais pas que d'ailleurs, parce que d'ailleurs ce que je dis dans le livre, j'explique vachement ce truc systémique en fait, c'est-à-dire que en fait tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire que dès que j'ai commencé à
à déjà draguer des filles, par exemple, tu vois, au début adolescence, bah pareil, c'était en mode je vais pas sortir avec un gars plus petit que moi, ah non, t'es beaucoup trop gentil, je préfère les bad boys, des trucs comme ça, tu vois. Donc en fait, on alimente tout ce truc-là. Et donc après, moi, j'ai eu un traitement hormonal pendant 7 ans, donc j'ai commencé à grandir un peu plus normalement. J'ai commencé à comprendre ce qu'était l'hypersensibilité, donc voilà, j'ai commencé à dompter un peu ce truc-là, à comprendre comment ça allait pouvoir être une force aussi. Parce qu'aujourd'hui, je m'en rends compte, mais parce que je suis beaucoup plus aligné avec moi-même. Mais évidemment, quand t'es adolescent, t'es dans un espèce de spleen un peu étrange où t'as l'impression que tes différences sont tes faiblesses. Et c'est ce moment où tu commences à expérimenter et à te poser la question de comment ma marginalité... J'aime pas trop ce mot, mais en gros... La différence, en fait. Mais la différence, c'est ça. Mais la différence qui, en effet, te rend marginal quand t'es adolescent aux yeux de la société. Comment, en fait, ça fait ta force aujourd'hui. Et c'est ouf parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que tout ce qui m'a créé de l'exclusion dans des groupes adolescents, enfants adolescents, c'est aujourd'hui ce qui fait la force de qui je suis et qui fait l'attrait de pourquoi on m'invite sur des plateaux, de pourquoi ça fonctionne sur YouTube, de pourquoi je kiffe ce que je fais et tout, tu vois. Donc voilà, le livre il parle de ça, il parle de virilité. C'est bon, c'est la première fois que je le pitch. Hein. C'est cool, comme ça faut te prendre au jeu là, ça va être le début d'une longue série. Hein. Bah ouais, mais j'ai hâte, c'est un nouvel exercice. Ouais. Mais du coup, voilà, il parle de masculinité. J'explique beaucoup d'anecdotes que j'ai pas trop pu expliquer en vidéo, soit parce que c'était une manière un peu compliquée de l'exprimer, donc il y a certaines choses où je parle énormément de sexualité aussi. Je parle de ma première fois où j'en ai jamais parlé en vidéo. Et ça me permet aussi le livre de théoriser un peu plus. Là où dans mes vidéos c'est très divertissement, je sais que je perdrai beaucoup de gens à théoriser et puis c'est un peu plus compliqué. Là le livre en lui-même, le support le permet, donc ça me permet de... Voilà, on en a un peu discuté d'ailleurs, je me suis remis à lire d'ailleurs. Maintenant je kiffe lire en écrivant un livre, il a fallu quand même... C'est fou de devoir écrire un livre pour commencer à kiffer la lecture, mais j'avais beaucoup arrêté, donc j'ai relu beaucoup de choses plus théoriques comme le mythe de la virilité ou des choses comme ça, pour apprendre d'où ça venait, et en fait c'est grave intéressant. C'est passionnant. Et je me suis dit, putain, il y a tellement de livres en fait qui sont hyper intéressants mais pas accessibles. Et donc en fait on s'enlève une grosse partie. En fait il y a beaucoup de gens très éduqués, qui sont dans un stade de déconstruction assez développé aussi, qui vont le lire. Mais en fait derrière, tu vois, ou même des gens qui écoutent des podcasts et tout, derrière en fait il y a une immense majorité de gens qui vont pas lire et qui vont pas avoir accès à ces choses-là. Donc comment je peux reprendre un peu ces trucs-là, ramener un peu une sauce personnelle dedans, et rendre ça plus mainstream entre guillemets, mais ça veut pas dire grand-chose, mais en tout cas plus accessible. C'est marrant, je me rends compte qu'on a... Bon, heureusement, c'est pas le même sujet, mais on a vraiment eu la même volonté. Parce que mon livre parlera aussi de déconstruction, mais du coup, par rapport à la féminité. Et ça se rejoint. Hein. Et ça se rejoint vachement. Donc, j'ai parlé un peu de la masculinité, mais tu vois, je fais un petit disclaimer dans le livre parce que je sais très bien, comme à chaque fois. Je me demande si tu l'as, toi, de la part de femmes. Et tu vois, à chaque fois que je parlais d'un truc féministe sur les réseaux, il y a un homme pour me dire... Ouais, mais les hommes aussi, ou pourquoi tu parles pas du fait que les hommes aussi. Donc, tu vois, dans le livre, je dis très clairement, on va pas parler forcément là d'hommes ou de masculinité, parce que en fait, là, mon sujet, c'est les femmes et le sexisme. Et je pense que je mettrais dans mon disclaimer, si vous voulez lire sur la virilité, Ben Never a fait un très bon livre. Je ne suis pas viril. Non, mais parce que tu vois, c'est pas que je veux pas en parler, mais c'est qu'en fait, on peut pas parler de tout. Et c'est un peu une pression qu'on a parfois quand on est engagé de la part de certaines personnes. C'est qu'ils attendent de nous de tout maîtriser, de tout parler, alors que je parlerai de la réalité que je connais et du coup de la réalité de femmes. Donc, mais hâte de lire le tien en tout cas. Bah merci, de toute façon, je te l'enverrai. Hein. Ouais. Mais non, en fait, c'est des questionnements que j'ai eu très tôt en lançant l'émission Entre Mecs. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de traiter de la masculinité et qui sont cassés la gueule parce que Entre Mecs, on théorise très peu, on parle d'anecdotes personnelles parce que je crois de ouf en ça, où l'objectif c'était de commencer à libérer la parole. Ouais. C'est-à-dire de se dire, il y a une injonction dans ce système où les hommes ne s'expriment pas, n'expriment pas leurs émotions, etc. Et pour moi, c'est encore un des gros blocages dans une démarche féministe, tu vois. Donc il fallait débloquer ce truc-là et donc montrer, ouvrir un peu le champ de ce truc-là, de dire regardez, on peut parler de ces trucs-là. Et c'est drôle d'ailleurs de voir plein de meufs aussi qui mettent en commentaire je croyais tellement que vous aviez pas de problème ou que vous posiez zéro question et tout. Et je me rends compte à quel point en fait c'est universel, tu vois. Ouais. Mais en effet, on fera jamais, on me l'a demandé plein de fois, est-ce que tu vas parler des règles, est-ce que vous allez faire un truc sur votre perception des femmes ou des choses comme ça, et jamais on va le faire parce que
en fait, c'est trop casse-gueule de parler de choses où on n'est pas concerné, tu vois. Et donc, il y en a plein qui m'ont dit, est-ce que tu vas faire un entre meufs et tout? Et le jour où je lance un entre meufs, à la limite, je produis, mais c'est 4 meufs autour d'une table, tu vois. Il n'y a aucune raison que je sois autour de la table, tu vois. Donc, dans le livre, c'était un peu pareil, c'était de me dire quel est l'objectif. J'en parle un peu dans l'intro, je fais un peu un disclaimer pareil, tu vois, en disant écoutez, déjà c'est pas un livre pour se plaindre, c'est pas un livre qui minimise la parole des femmes. Voilà, pour moi, on parlait du gâteau tout à l'heure, c'est exactement ça. C'est que là où je peux avoir des haters sur mes vidéos, je suis dans deux. Tu sais, il y a un espèce je suis un peu au front de la guerre. Il y a deux trucs qui s'affrontent et moi, je me prends des balles perdues au milieu. Il y a d'un côté des mascus. Beaucoup sur Twitter, c'est bon. Ne jamais regarder Twitter, c'est une règle. Évidemment, parce que je n'ai plus Twitter maintenant. Mais voilà, il y a des mascus qui vont être plutôt des hommes à tendance extrême droite et où eux, le truc, c'est de se dire, ils se raccrochent à justement ce mythe de virilité. Au patriarcat qui les sert en fait, c'est leur privilège. Et de se dire, ah non, mais attendez, là, si les hommes commencent à chouiner, ce qu'ils appellent chouiner, tu vois, les hommes ouin-ouin, etc., les hommes soja, etc., donc qui sont, tu vois, en plus, hommes soja, c'est vraiment, les hommes de gauche, tu vois. Et donc, ils vont dire plutôt, les hommes se féminisent aujourd'hui, qui était le discours de Zemmour encore en 2006 sur France 2, tu vois, qui est toujours son discours. Donc de dire si les hommes se féminisent on va être perdu, c'est-à-dire qu'il y a quand même une place dans la société de l'homme et une place de la femme. Donc moi ce que j'essaie de déconstruire en disant écoutez trop bien qu'il y ait une parole qui s'ouvre de la part des femmes et tout, et c'est hyper important parce que évidemment que la hiérarchisation est pas la même, et évidemment que les femmes ont commencé à ouvrir la parole parce que en fait quand t'es en bas de la hiérarchie, c'est normal que toi tu sois l'opprimé, donc tu as plus de raisons de parler. Mais par contre maintenant on est vraiment dans un deuxième temps du féminisme où il faut que les hommes s'ajoutent à ce truc là aussi. Et alors hyper important d'être un allié, hyper important d'écouter les femmes, etc. Mais il y a aussi un moment de se dire c'est cool, mais le système patriarcal, on va pas juste écouter des femmes et faire ok, c'est-à-dire qu'on va se dire ok, le système c'est des injonctions pour les hommes et les femmes. Donc à quel moment en fait on déconstruit nous-mêmes les injonctions faites aux hommes? Et t'as plein de meufs qui ont lancé des podcasts, qui ont commencé à faire ça aussi, mais les hommes prenaient pas forcément la responsabilité de le faire. Donc moi l'enjeu c'est ça, tu vois. Donc c'est très précis et en même temps pas tant, mais tu vois, j'essaie de rester dans ce champ d'action là et pas de m'éparpiller. Et donc c'est un peu des trucs qui sont pas forcément compris de l'autre côté. Je suis soutenu par plein de meufs féministes, etc. Mais il y a certaines personnes féministes, tu vois, certaines militantes qui elles vont estimer que on se plaint pour des problèmes nuls et qu'il faudrait qu'on ferme notre gueule, et pareil, qui réutilisent les mêmes trucs de d'homme ouin ouin et tout. Donc je me dis putain, c'est étonnant de se taper dessus mais d'utiliser les mêmes termes. Et qui sont en mode écoutez, vous feriez mieux d'écouter les femmes et de pas recréer des boys clubs, recréer des trucs d'hommes toxiques entre vous en essayant de déconstruire alors que vous n'avez pas le recul pour déconstruire. Et donc moi je suis au milieu de ça, du coup je me prends des balles perdues un peu de tous les côtés, mais avec une immense majorité de gens qui comprennent la démarche aussi. Et encore une fois, tu vois, on parlait, il n'y a pas deux vérités. Ça se trouve, tu vois, moi c'est ma vérité et je comprends totalement qu'il y ait des gens qui soient dans leur vérité parce que chacun le fait avec son propre prisme, avec sa propre éducation, avec pareil, ce qu'ils voient autour d'eux, etc. Quand je discute de ce que je fais avec des potes qui sont mes potes d'enfance, qui peuvent être dans la Normandie profonde, qui vivent dans un village d'extrême droite totale, avec des mecs qui bossent tous dans le bâtiment, enfin tu vois, un truc plus fermé où t'as moins de chances de rencontrer des gens et tout. Je comprends aussi que t'as une vision d'acceptation du groupe et on fonctionne tous comme ça, tu vois. C'est vrai que ça force. C'est en fait, je pense le principal problème avec la haine, c'est qu'on se met jamais à la place des autres. C'est qu'en fait, comme tu dis, même si c'est très difficile pour moi, tu vois, de me mettre à la place d'un masculiniste qui est juste ancré dans ses privilèges, en fait, c'est vrai qu'on peut pas juger sans connaître la vie de la personne, son éducation et ce qui a fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis que j'ai vachement lu sur le sujet, je me dis vraiment, mais comment on peut pas reconnaître que ce dont tu parlais, c'est-à-dire à savoir la place de la femme et de l'homme dans la société, sont des constructions sociales. Bien sûr. Tu vois, il y a une part, pour moi, de mauvaise foi immense, mais d'un autre côté, voilà, s'ils veulent pas s'éduquer, on peut pas les forcer, mais c'est ça que je trouve très fort avec la déconstruction, et c'est pour ça que j'invite pas mal ma communauté à le faire, c'est de remettre en question nos croyances, et de pas se dire que parce qu'on nous a dit ça, qu'on a grandi avec ces idées-là,
c'est que c'est vrai. Et ça, c'est vraiment un truc, quand t'es enfant, t'es persuadé que tes parents détiennent la vérité. Enfin, moi, je me souviens, tu vois, de mes opinions politiques ou autres, parce qu'on me les avait transmises, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, genre, c'est dingue à quel point j'ai toujours cru que c'était ça et que les autres, c'était ceux qui avaient tort et nous, on était ceux qui avaient raison. Mais parce qu'en fait, j'avais pas remis en question, je m'étais pas posé les questions pour me faire mon propre avis. Et je trouve que c'est une énorme force. Enfin, je dis souvent, savoir, c'est pouvoir. Et donc, c'est pour ça que c'est génial qu'il y ait des livres peut-être qui démocratisent plus le sujet pour que les personnes qui liront, voilà, ça se trouve, à la fin de nos livres, ils se diront, je suis pas du tout d'accord avec eux, mais au moins ils sauront pourquoi, tu vois. Ouais. Alors, on se pose peut-être pas la question. Mais tu sais, c'est très binaire. On a été éduqués comme ça dans l'histoire qu'on nous raconte, dans les histoires qu'on nous raconte aussi, les gentils, les méchants, tu vois. Il y a toujours un truc binaire, donc t'as toujours envie d'être le gentil, tu vois. Mais en fait, on est tous le méchant de l'histoire de quelqu'un d'autre, tu vois. Mais moi, déjà, j'ai vraiment fait le deuil là-dessus de me dire, j'embarquerai pas tout le monde et j'ai pas envie de convaincre tout le monde. En fait, je mets ça à disposition. Ça parle à tellement de gens aujourd'hui que je me dis c'est cool, ça a créé des déclics, donc ça parle à des gens, donc j'enfonce pas non plus des portes ouvertes. Le fait qu'il y a encore des gens aujourd'hui, tu vois, qui me disent ah vous êtes des mascus qui vous retrouvez entre vous, ou ah les hommes se féminisent à cause de vous. Je me dis ok, ça veut dire que j'enfonce pas des portes ouvertes non plus, c'est qu'il y a encore du taf, que tu vois, des fois je pourrais me dire ok, est-ce que j'arrête, le taf est fait, tu vois, c'est bon, on a compris, 2021 c'est réglé, etc. Et j'ai des rappels à l'ordre, tu vois, où je me dis ah non, ok, c'est encore le cas. Et surtout on a tendance à croire que la réalité autour de nous est devenue la réalité globale. Et comme moi, là, tu vois, maintenant je suis arrivé à Paris, j'ai tendance à traîner avec des gens aussi qui me ressemblent, tu vois, comme tout le monde. Donc t'as l'impression que c'est réglé, tu vois. De ouf. Je traîne autant avec mes bon, j'ai très peu de gens de droite, mais je traîne principalement avec des gens de gauche, tu vois, ou en tout cas pas politisés, mais à tendance gauche, qui vont être hyper open sur la transidentité, sur toutes les questionnements de genre. Voilà, il y a pas de questions qui se posent entre mes potes hétéros, homo, etc. Tu vois. Donc t'as l'impression de te dire ah mais trop bien, on vit tous dans un monde de bisounours, on s'accepte tous, etc. Et en fait, dès que je sors dans d'autres cercles, etc., je me rends compte que non, c'est ma réalité, c'est pas la réalité. Mais en tout cas, j'essaie pas en tout cas de d'évangéliser en disant voilà la vérité absolue, mais je me dis que la vérité moi qui me correspond et où j'arrive à m'entourer de gens qui me ressemblent parce que je trouve que ça défend mes valeurs, etc. Tout le monde n'y a pas accès et je trouve que la force d'internet aujourd'hui c'est ça, c'est de se dire je peux partager ma réalité à des gens qui n'ont pas accès et qui ont l'impression que cette réalité n'existe pas. Et j'en reçois tellement des gens qui vont être dans un mini village, tu vois, et qui soit sont gays, soit tu vois c'est le seul noir du village, ou même qui se sentent complètement en dehors des codes de masculinité quand c'est des mecs ou des choses comme ça, et qui disent waouh merci, j'ai eu accès à ce truc-là et maintenant je me rends compte que c'est possible, tu vois. Et que c'est pas moi le problème. Exactement. Et que t'as plus besoin comme il y a 15 ans de devoir forcément monter à la capitale, de venir à Paris pour rencontrer des gens qui te ressemblent et tout. C'est qu'aujourd'hui tu peux te connecter avec plein de gens de partout, quoi. Tu parlais du fait que peut-être que maintenant les gens avaient compris, ou que voilà tu pourrais te dire maintenant le taf est fait. C'est une vraie question. Qu'est-ce que tu feras? C'est un peu la question de la projection sur tes années à venir, mais est-ce que tu te dis le jour où tu as l'impression que le taf est fait, tu arrêteras? Est-ce que tu changeras de format? Est-ce que là tu te dis que la vidéo c'est vraiment ce que tu veux faire dans les vraiment prochaines années à venir? Enfin, comment tu le vois, ce côté c'est vrai que du coup, même moi je me demande, tu vois, parfois, ok, le jour où le féminisme, entre guillemets, on n'en a plus besoin, est-ce que du coup j'aurai un autre engagement? Enfin, comment tu le vois, toi? Parce que t'es quand même dans une catégorie où tu veux partager pour aider principalement à redéfinir l'image de la masculinité et aider plus globalement les personnes à se sentir bien avec qui ils sont. Donc tu penses que ça prendra d'autres formes? Est-ce que tu t'es posé la question? Je pense que déjà, malheureusement, ça pourrait être un peu utopiste de se dire quand le taf sera fait, qu'est-ce qu'on fera? Je pense qu'on le connaîtra, on sera mort. Donc, vraiment, y a moyen. On aura arrêté, on aura changé de truc, d'être d'ici là, on sera peut-être fatigué. Donc ça, je me pose pas forcément la question. Après, tu vois, là on parle de masculinité, mais en fait c'est vrai que c'est une partie de ma chaîne, dans le sens où pour moi c'est de la curiosité, de réalité de vie. Et tu vois, je peux autant parler de spiritualité avec Hakim Gemili, qui me raconte son mariage, qui me raconte comment sa spiritualité le guide dans sa vie, le rend plus serein, etc., que de complexes avec Juju Fitcat, qui explique une maladie qu'elle peut avoir, ou des choses comme ça, qui sont pas forcément liées à la masculinité, et parce que
Enfin, je suis un être humain global, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que. On nous enferme parfois Bien dans sûr. des étiquettes, alors qu'en fait, c'est une partie de ta Bien vie. sûr, C'est pas, et je pense qu'il y a plein de gens qui se disent ah, Louise, elle parle de féminisme H24 dans sa vie. Ah, Ben, il parle de masculinité H24 dans sa vie. Non, vraiment, on est des Ouais. êtres humains Ouais. et on parle pas que de ça. Et heureusement, et d'ailleurs, pour moi, c'est un peu le piège. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes militantes qui peuvent péter un câble, tu vois, avec cette pureté militante, avec cette pression que ça a, de vivre 100% en colère. Et en fait, et ce que je comprends, tu vois, et il y en a plein qui vont dire oui, mais bon, Ben, il est hétéro, blanc, cisgenre, donc il a le luxe de pas être en colère tout le temps. Et je suis d'accord avec ça. Et en même temps, je vois aussi les burn-out que ça crée, etc. Et de me dire, mais ok, il y a des causes qui sont hyper importantes et qui nous dépassent en plus, qui dépendent pas que de nous non plus. Mais il y a un moment où il faut trouver un équilibre pour perdurer dans le temps, encore une fois. Ouais. Et pour moi, cette passion de l'humain, elle prendra peut-être d'autres formes, Ouais. mais elle va continuer, c'est sûr. Donc je me pose pas forcément la question de quand ça va s'arrêter ou quand je vais me lasser. Je me lasse très vite des choses. Donc déjà, putain, j'ai une émission qui dure depuis 3 ans maintenant, 2 ans. Et c'est génial et je le fais évoluer et c'est trop cool. Mais par contre, le nombre de formats que j'ai lancé à côté, tu vois, parce qu'il faut absolument que je fasse d'autres choses, etc. Et ce qui est cool, c'est que je m'écoute beaucoup. Dans le sens où je sais que dès que je suis lassé de quelque chose, tu vois, là, les entre mecs, je sais que je vais faire une pause. Je vais faire une pause de quelques mois, je vais sortir d'autres projets qui vont m'animer. Et comme ça, je vais pas me forcer à faire un format ou un truc qui me plaît pas parce que c'est là que ça va plus marcher en fait. Ouais. Donc ça, c'est un luxe aussi que je m'octroie. Du coup, en fait, je vois même pas à quel moment je pourrais m'ennuyer, tu vois, dans le sens où le champ des possibles créatif, il est énorme, quoi. Ouais. Là, je sors un livre, j'aurais même pas imaginé il y a 2 ans sortir un livre, donc je vais découvrir ce qu'est la promo, je vais faire des dédicaces, ça va me prendre du temps. Tu vois, j'ai des nouveaux studios, donc maintenant on est en plein dans les travaux, donc tu vois, si j'avais imaginé quand je suis parti il y a 3 ans et demi de Caen avec une mini caméra à la main, de pas avoir studio, donc d'interviewer les gens dans la rue avec toutes les galères que ça implique et tout. Et de me dire, 3 ans et demi après, je me retrouve avec 210 mètres carrés de studio juste pour moi, pour accueillir mon équipe, pour avoir mes différentes émissions et tout. C'est un rêve de ouf et c'est le début de l'aventure, tu vois. Ouais. Donc la marge de progression, elle est gigantesque. Ouais, tu vois ça vraiment comme le début de... Enfin, en fait, c'est plus, tu sais que là, dans les années à venir, tu veux te consacrer à faire grandir ce projet, ton équipe, la vidéo. Complètement. Et c'est vrai que c'est assez dingue de se dire que, en fait, c'est toi qui maintenant peux lancer les projets que tu veux et que Bien c'est sûr. juste écouter ta créativité et toujours être dans cette idée c'est vrai que du test and learn en fait c'est le meilleur moyen de savoir même ce qui te plaît, si t'as de nouveaux formats avec lesquels tu accroches et pas de rester enfermé parfois le risque aussi avec YouTube dans les formats qui marchent et comme tu dis de pas forcément se forcer quoi. Complètement. On va arriver aux petites questions de la fin. J'ai envie de te demander s'il y a une ressource qui t'a aidé, que ce soit un livre, un film, un podcast, et que tu as envie de recommander aux personnes qui nous écoutent. Je me suis pas préparé. C'est pas grave. Il y en a tellement, surtout que tu sais, moi là je ressors vraiment de l'écriture du livre, donc j'ai lu un bon paquet de bouquins. Mais je réfléchis, peut-être un truc un peu plus universel. Il y en a un que tu vois, tu te dis si jamais ils peuvent repartir avec une recommandation. Tu sais que c'est un livre que voilà, tu peux vraiment leur recommander les yeux fermés. Il y en a tellement. Moi, je sais qu'il y en avait un qui m'avait marqué. Peut-être qu'il me marquerait moins aujourd'hui, mais dans la première approche de dev perso et en tout cas, c'est un livre qui m'a vraiment boosté au début, mais j'ai dû le lire il y a un paquet d'années. C'était Power Patate. D'accord, je connais pas du tout. J'ai oublié le nom de l'auteur, mais les gens retrouveront. Ouais. Et pareil, qui est, je trouve, une belle introduction au développement personnel. Une belle introduction à je sais pas quoi faire. Comment je vais retrouver, justement, c'est un peu ce truc de retrouver ses compétences, comprendre ses super pouvoirs, etc. La même autrice avait sorti 3 kiffs par jour. D'accord. Qui paraît, qui a un truc de comment on se reconnecte à l'instant présent, comment on arrive à se reconnecter avec ce qu'on aime et tout. Et après, en termes de masculinité, le mythe de la virilité, moi, ça a été un... Enfin, c'est pas le bouquin le plus accessible, mais franchement... Ouais, c'est très théorique. Ouais. Donc faut s'accrocher un petit peu, mais par contre je me suis dit mais comment ça se fait qu'on sache pas tout ça en fait. C'est ouf à quel point c'est vraiment le bouquin. Donc sinon achetez mon livre parce que je vulgarise une mini partie parce que le bouquin est énorme, mais en gros je réponds un peu à ce truc là en essayant de vulgariser ce que l'autrice a, les recherches de l'autrice de la virilité, la domination masculine et naturelle. Ouais. Qui est l'argument masculin en fait, de se dire mais attendez, je comprends pas, c'est naturel, vous voyez bien que les hommes dominent naturellement les femmes, et donc on revient sur l'histoire de tout ça pour comprendre à quel point il y a rien de naturel et c'est une construction sociale. Et je pense qu'à partir du moment, en fait on devrait tous le lire
Parce qu'en fait, c'est en comprenant cette genèse-là, on peut tous qu'être dans une démarche féministe. Ouais, moi vraiment, je vais pas du tout spoiler, mais le truc qui m'a vraiment mind blown, que genre on n'apprend jamais nulle part, c'est que le chromosome X est arrivé avant le chromosome Y, et le chromosome Y c'est une dégénérescence. Bien sûr. Le chromosome X, et là genre, on nous a menti. Après, enfin, je suis pas du tout dans le féminisme de la supériorité de la femme du tout, mais c'est juste genre, à partir de là, tu peux pas dire que l'homme était naturellement dominant. Enfin bref, on ne spoil pas. Je vais te poser la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie? Waouh. En plus, on a déjà commencé un peu à y répondre. Pour moi, alors vraiment pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est accepter que tout ne dépend pas que de nous, mais qu'on peut rien faire dans l'attentisme. Je sais même pas si ça existe, l'attentisme. Si, tout à fait. Ouais. Donc prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être aligné avec soi et accepter tout ce qui n'est pas en notre pouvoir et l'accueillir quand ça arrive. Ouais, c'est très beau. C'est un peu la définition de la sérénité pour moi, tu vois. C'est faire ce que tu peux pour faire bouger les choses, mais pas te faire souffrir sur ce que tu peux pas changer, quoi. Complètement. Trop cool. Bah écoute, merci beaucoup Ben. Merci à toi. Power, c'est génial. Je pourrais vraiment rester la journée. Bah moi je vais rester la journée, je pense. Je vais prendre un café. On va peut-être lancer un nouveau format, le format journée. C'est ça. Pour ceux qui veulent vraiment du temps long. En live. Mais sinon, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui aiment les temps longs et les formats un peu comme ça de réflexion, je vous invite à aller voir tous les formats sur la chaîne de Ben Never. Ben Never. Voilà, sur Insta, sur YouTube, c'est le même nom. Absolument. Et d'aller se procurer ce bouquin, soit en précommande. Tu peux citer les sites, sinon dans votre librairie la plus proche, soutenez les commerces locaux. Ouais, c'est partout. Dispo vraiment partout. Vous demandez, le mieux c'est de demander à sa librairie du coin et il la réserve. Et en plus du coup, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ce livre et ils vont les mettre en stock. Donc, exactement, et Ben va inonder les librairies. J'ai hâte de voir ça. Bah merci beaucoup. Merci à toi Ben, à très vite. Salut.